écoute, je pourrais pas te limiter de la bonne manière. Il roule leur là. Il y a 5-6 ans, on croyait vraiment que pour développer les meilleurs joueurs pro, ça prenait une bonne structure amateur pendant quelques années. J'ai travaillé fort, je me suis amélioré graduellement, tu sais, c'est pas... C'est sa bonne distance. Oh! T'as frappé à pine! Un peu comme Obélix, il est tombé dedans quand il était petit. Et la seule différence, c'est que c'était pas dans la potion magique, c'était dans l'univers du golf. Alors, notre invité aujourd'hui est l'un des rares Québécois, golfeurs professionnels d'ici, qui a la chance de côtoyer d'une semaine à l'autre l'élite du golf professionnel, puis il le fait à travers le PGA Tour Americas. Et au moment d'enregistrer cet épisode de Golf Le Monde présenté par Volvo, notre invité est classé 801e au monde, soit 73 ans de mieux qu'un certain Tiger Woods. Joey Savoie, bienvenue à Golf Le Monde. Bonjour Daniel, je suis content d'être ici. Je ne savais pas ce classement-là exact, donc c'est bien. Ça va peut-être changer. Je te souhaite que ça s'améliore plus proche du numéro 1. Mais quand je fouillais, je dis, ben voyons donc, Joey est mieux classé que Tiger Woods. On s'entend que Tiger Woods a accompli tout ce qu'il a à accomplir, mais tu pourras dire un jour, tu sais, j'ai été devant Tiger. Je vais pouvoir dire ça à mes enfants un jour, ça c'est sûr. Assurément. Joey, il y a 1001 raisons pourquoi on voulait t'avoir comme invité cette saison à Golf Le Monde. D'abord, tu es le premier golfeur professionnel qu'on reçoit. Tu as un background de golf qui t'a permis de voyager à travers la planète, de compétitionner à divers niveaux, tant amateur que professionnel maintenant. Mais comme je le disais en intro, tu es un gars qui a baigné dans le golf rapidement dans ta vie. Le golf, c'est une affaire de famille. Du côté Lamar, on s'entend avec, je pense, ton grand-père, ton oncle, ton cousin qui est jeune retraité. Comment c'est arrivé dans ta vie, le golf, concrètement? Comme tu l'as dit, je pense que je suis tombé dedans quand j'étais jeune. Toutes les circonstances pointaient que j'allais pouvoir jouer au golf puis commencer ce sport-là jeune, puisque tout d'abord, ma famille, c'est une famille de golfeurs. Ouais. Tu sais, Jean-Louis, mon oncle, Jean-Louis Lamar a été un golfeur d'élite, émérite au Québec. Tu sais, il a accompli une belle carrière. Mon cousin Yannick aussi était un golfeur professionnel. Le fils de Jean-Louis. Le fils de Jean-Louis. Mon oncle, Michel Lamar, jouait également à un excellent niveau. Ma mère jouait à un excellent niveau. Mon grand-père et ma grand-mère adoraient jouer au golf. Donc, toute la famille du côté de ma mère adorait le golf. Donc, puis, on habitait à Saint-Jean-sur-Richelieu, proche d'un petit terrain de golf qui s'appelle Les Légendes. Ben oui. Propriétaire Jean Morin, qui était un ami de famille. Ouais. Donc, puis on habitait sur le 7e trou. Donc ta cour, c'était le 7e. Ma cour, c'était le petit par 3 en arrière. Incroyable. Donc, un petit par 3 de 118 verges que j'ai réussi à faire quelques trous d'un coup puisque j'ai frappé probablement plus de balles que la moyenne sur ce trou-là. Ouais. Donc, les circonstances faisaient en sorte que je veux dire, c'était un intérêt imminent pour moi puisque c'était tellement à proximité. Puis Jean-Louis, mon oncle, Yannick, évidemment mon cousin, c'était quasiment nos voisins. On habitait quasiment sur la même rue, donc on se voyait à peine à chaque soir. Yannick aussi volait des trous une fois de temps en temps, puisque lui habitait au 5e trou. Donc, on se voyait souvent le soir. Donc, à partir de 5-6 ans, c'est là que j'ai commencé à jouer. Puis, mon grand-père, Jean-Guy, qui était à la retraite, jouait souvent des 9 trous le soir. Donc, parfois, il m'amenait prendre le petit card puis aller jouer 9 trous ensemble. Nice. Donc... Fait que ton grand-père a été l'initiateur, un peu d'une certaine façon. Écoute, oui, je vais le donner à mon grand-père. Je pense que c'est lui qui m'a amené un peu à jouer au golf. Mais écoute, mes parents m'ont évidemment supporté là-dedans en m'achetant mes premiers bâtons. Puis quand j'allais chez Jean-Louis puis je regardais ses trophées puis sa carrière, je trouvais ça fascinant aussi. Donc, qui est l'initiateur premier, je ne sais pas. Là, je pense. Dirais-tu que Jean-Louis était plus l'influenceur? Dans le sens où, de par justement les trophées, les titres, les voyages qu'il a fait, est-ce que tu... Mettons que grand-papa était l'influenceur, dirais-tu plus que Jean-Louis était l'influenceur là-dedans? Je pense que oui, puisque je trouvais sa carrière tellement intéressante. Ça avait l'air le fun, ce qu'il faisait. C'est quand même une carrière unique jouer au golf. Le commun des mortels
n'a pas soit les ambitions de faire ça ou même Ou le talent, on va le dire. talent de le Ben oui. faire. Donc, puis, bref, Jean-Louis a quand même eu des belles carrières. Puis je me rappelle, je pense que je descendais dans le sous-sol, puis tu avais une photo de Jean-Louis, Yannick, puis Mike Weir. Ah ouais, hein? Donc, puis Mike Weir, bon, quand j'avais 9 ans, 9 ou 10 ans, a gagné le Masters. Donc, bref, il y a un univers golf qui était présent chez nous à un bas âge, c'est clair. C'est incroyable. Et puis, tu en as parlé aussi, Yannick, qui est un peu plus âgé que toi, Yannick Lamar, ton cousin. Si les deux premiers t'ont à la fois influencé, initié, est-ce que tu dirais que la présence de Yannick autour de toi t'a tiré vers le haut en ce sens où il y avait une compétition à même la famille? C'était le compétiteur contre toi, là. Peut-être. Écoute, je pense que j'ai tout le temps été tu sais, Yannick a tout le temps été un peu en avant de moi. Puis d'une certaine manière, je trouvais qu'il avait tellement un bel élan de golf, tu sais, comme son père, fluide. Là, tu sais, ça avait l'air facile. Là. Ouais, ouais. Puis je me rappelle une fois, j'avais peut-être 7-8 ans. Nous, on finit 9 trous, moi puis mon père. On joue moi, mon père, puis Jean-Louis et Yannick. Puis on termine 9 trous. Moi, j'avais 7 ans. Puis nous, c'était après 9 trous, c'était terminé. Puis je me rappelle, Jean-Louis et Yannick continuaient sur le back nine. Lui, il avait 3 ans plus vieux. Plus vieux, ouais. Il pouvait jouer 18 trous. J'étais comme, moi aussi, j'aimerais ça. Donc, il a tout le temps été un peu en avant de moi. Il frappait tout le temps un petit peu plus loin. Je veux dire, il jouait les compétitions en avant de moi, donc quelques années en avant de moi. Donc, il a toujours été un peu une manière de me pousser vers le haut. Puis, il va vous le dire, lui aussi, à chaque fois qu'on joue ensemble, pour des raisons encore que j'ignore, et puisqu'il était très talentueux, il me bat tout le temps dans des one-on-one. C'est un excellent joueur de golf, Yannick, dans ma tête. C'est un des meilleurs frappeurs de balles que je connaisse. Donc, oui, absolument. Ça a été une belle influence pour moi. Mais parlons-en de Yannick, parce qu'il a tiré sa révérence, lui, il y a quelques mois à peine, et puis... Je ne comprends pas sa réaction, puis je veux dire, ça devient aussi personnel, puis des choix de vie, puis des choix professionnels. Mais moi, un gars qui joue 61 en compétition l'année d'avant, 61, je sais pas si vous comprenez, 61, et que l'année d'après, bon, c'est terminé, il passe à d'autres choses. Je vais garder le golf comme loisir. Il t'en as-tu parlé? Je veux dire, c'est comme... c'est un peu hallucinant, là. Ben, bon, premièrement, le sport du golf, c'est un sport qui est hyper compétitif. Donc, déjà en partant, jouer 61 ne veut pas dire que tu peux réussir à survivre dans cet univers-là. C'est sûr que ça prouve à quel point il est talentueux, Yannick. Là. Donc, on le sait, là, 61. Même moi, je pense que ma meilleure ronde, c'est 63. Là. C'est une excellente ronde de golf. Puis, c'est un excellent joueur. Je pense qu'après quelques années, Yannick sentait je pense qu'il fallait qu'il fasse autre chose. Il y avait peut-être un peu moins la passion ou l'énergie de mettre son 100 parce que ça prend ton 100 pour être capable de survivre puis de grandir dans cet univers-là. Je veux dire, je veux pas parler dans le nom d'Yannick, là, mais il a aussi un enfant en bas âge, un deuxième qui s'en vient, une nouvelle maison. Donc, peut-être que les enjeux et le temps qu'il voulait consacrer à sa famille a peut-être changé aussi. Donc, puis c'est correct. Je veux dire, je suis convaincu que probablement un jour, il va faire un retour. Mais pour l'instant, je pense qu'il veut se concentrer à sa famille, peut-être une différente carrière. Puis c'est correct. Mais c'est complètement... En tout cas, mais ton grand rival est pour l'instant retraité, disons ça comme ça. C'est mon cousin. C'est une rivalité amicale, je vous dirais. Exact. Joey, tu as eu une super carrière amateur que tu as d'ailleurs étirée pas mal à part de ça. Tu as eu également 2 séjours dans des universités américaines. Si tu me parlais un peu de ton parcours amateur jumelé à une présence en sol américain, est-ce que c'est... Évidemment, tu approches la trentaine, là, tu vas avoir 30 ans, je pense, un peu plus tard dans l'année. Merci de me le rappeler, j'apprécie. C'est la réalité, on avance tous en âge. Ça, c'est sûr. Mais comment avec le recul déjà, est-ce que c'est un parcours que tu referais, tout ce parcours amateur-là, ce séjour, ce double séjour dans les universités américaines? Oui. Je pense que le regret n'est pas quelque chose que tu veux dans la vie. J'ai aucun regret sur mon parcours. Non, puisque ces parcours-là ont été très différents. Puis, tu sais, je me sens quand même privilégié d'être ici, jouer à un niveau aussi compétitif, puisque
j'avais même pas d'opportunité pour aller dans une université américaine avant, je veux dire, la fin de mes 18 ans au Canadien junior. Donc, un mois avant que l'école commence pour la première année de l'université, j'avais même pas d'offre. J'ai bien joué au Canadien junior, je pense à Sudbury, en Ontario. J'avais fini top 20. Puis là, j'avais eu quelques offres par la suite. Mais sinon, moi, j'allais à McGill, puis c'était pas mal terminé. C'était ça le plan A? Bien, le plan A, mon rêve, c'était d'aller aux États-Unis jouer dans la NCAA. Ouais. Mais j'avais pas d'offre qui était assez convaincante pour que je puisse y aller, puisque l'université aux États-Unis coûte plus cher. Ah oui. Notre dollar, je veux dire, n'est pas à parité avec le dollar américain. Pas du tout. Donc, pour que ça soit convenable pour moi et pour mes parents à l'époque, ça prenait une offre d'au moins 50 %. Puis, dans le dernier mois, avant que l'école commence, l'université commence, j'ai eu cette offre-là dans une université Division 1 peu connue, Saint-Léo. Saint-Léo, c'était en Floride, ça? En Floride, dans le coin de Tampa Bay. Puis, je ne leur ferai pas mon parcours puisque cette université-là, Division 2, m'a permis, premièrement, de jouer à l'année longue, ce que j'avais jamais fait, puisqu'avant, je jouais 6 mois au volleyball, 6 mois au golf dans mes sports. Puis, donc, ça m'a donné l'opportunité de m'améliorer à vitesse semi-grand V là, parce que je jouais à chaque jour. Faire du volume, là. Faire du volume, la compétition qui était relevée en Division 2. Là. C'était le niveau Division 2, la conférence Division 2 la plus relevée. Ouais. J'ai fait 3 ans là-bas. On a gagné le national, transféré en Division 1 dans une université qui s'appelle Middle Tennessee State University. J'ai réussi à bien jouer. L'équipe canadienne m'a finalement pris sur l'équipe amateur. Ça m'a donné l'opportunité de jouer des compétitions à travers le monde. Donc, oui, j'étais un peu late bloomer, mais je prends ces opportunités-là. Puis j'ai eu ces opportunités-là parce que j'ai attendu un peu plus longtemps. La patience, un peu comme la game de golf dans la vie, dans le fond, tu as été patient. Tu as attendu qu'il y ait une opportunité qui se présente. Saint-Léo a levé le flag, a dit « nous, on le veut ». Et ça t'a ouvert des portes à travers des bons résultats, certes, mais ça t'a ouvert des portes par la suite. Là. Exact. Je ne l'ai pas forcé, là, dans le sens que j'ai travaillé fort, je me suis amélioré graduellement. C'est pas comme ça que je me suis amélioré. J'ai tout le temps été un peu un late bloomer. J'ai tout le temps été un peu celui qui arrive un peu en arrière des autres, mais qui fait son chemin tranquillement, sûrement. Exact. Puis c'est ça. Après, j'ai été finalement sur l'équipe canadienne amateur à 23 ans, ce qui est dans les plus vieux qui arrivent sur l'équipe, du moins. Mais ça m'a donné l'opportunité de jouer le World Team Amateur, où j'ai eu une expérience incroyable en Irlande, 2 Canadian Open. Donc, non, je referai mon parcours. C'est quand même fou parce que c'est ça, tu as excellé au niveau québécois, passage à l'université aux États-Unis, équipe canadienne. Ça s'est assurément pas fait à la vitesse que tu aurais peut-être souhaité, mais le parcours s'est fait néanmoins. Ça revient à dire que c'est pas le comment, l'important, c'est que tu l'aies fait. Je veux que tu me parles justement des voyages, entre autres, que tu as fait, des compétitions que tu as pu vivre à travers l'équipe canadienne, parce que avec le temps, si je comprends bien ton parcours, c'est que l'amour du golf est devenu indissociable à celui du voyage. Puis, je veux dire, la vie de golf-trotteur, on peut t'appeler comme ça, je veux dire, il faut que tu aimes voyager autant que tu aimes golfer, parce qu'à un moment donné, si tu n'aimes pas l'un, tu vas rester chez vous à golfer, là. Exact. 100 % raison. Puis je pense que le mot est juste, là, le globe-trotteur, là, dans les 5 dernières années, là, j'ai voyagé quasi partout à travers le monde, sauf l'Asie, là. Donc, puis pour moi, c'est un peu partie de mon ADN, tu sais. J'ai toujours aimé voyager. Donc, pour moi, c'est pas vraiment une tâche. Ça peut être complexe, c'est demandant, mais je pense que l'aventure fait partie de mon ADN. Donc, j'adore visiter, j'adore voir des différents endroits à travers le monde. Ouais. Puis, je peux faire ça en jouant au golf. Donc, je pense qu'il y a une certaine gratitude à avoir là-dedans, là. Donc, oui, il y a du stress à signer, il y a des préparations. Je veux dire, je fais pas exactement la vie qui me permet de visiter tous les sites touristiques des endroits. Mais toutefois, je fais ce que j'aime. Je voyage à travers le monde. Je peux faire quelques activités touristiques. J'apprends différentes cultures. Donc, je pense que cette partie aventure-là, pour moi, est importante. Ça me permet de continuer parce que j'aime ça.
C'est intéressant que c'est ce que tu abordes là parce que je trouve ça étonnant que tu aies le temps ou que tu prennes le temps, en ce sens où la raison première de ta présence dans ces pays-là, c'est un résultat en compétition de golf. On se trompe pas, mais tu arrives à trouver le temps. Est-ce que tu es l'un des rares ou un des seuls à profiter un peu de ce que la vie t'offre en dehors du golf? À ta connaissance, évidemment. Ben, on s'entoure de ceux qui veulent vivre un peu le même style de vie. Donc, puis, je veux dire, je travaille très fort là, dans le sens que j'ai pas tant de temps non plus pour aller visiter des sites. Non. Mais je le fais parce que c'est bon pour ma tête. Puis quand tu es si loin de chez vous, tu sais, ça te prend ces petits moments-là. Là. Puis des fois, la culture peut se transférer dans la nourriture. Hein. Donc, juste un bon souper dans une petite place typique d'un certain pays, c'est assez pour avoir une expérience culturelle. Donc, je veux dire, pour moi, c'est important pour moi. Ça me rend excité, ça me fait du bien, ça me décroche du golf. Ouais. Parce que trop de golf, pour moi, c'est comme pas assez. Donc, j'essaie de rendre ça le plus efficace puis le plus excitant possible. Puis, en faisant ça, habituellement, ça me permet d'avoir plus de plaisir sur le terrain de golf puis de ne pas être over-golf, comme on dit. C'est clair. T'as-tu un petit côté foodie? T'as besoin de découvrir, parce que, je veux dire, le circuit latino-américain qui est devenu PGA Tour America, Oui. t'a fait découvrir plusieurs pays où peut-être que le commun des mortels n'est pas allé. Je pense entre autres l'Argentine, le Pérou, l'Équateur. Je veux dire, il y a de la vie là-bas comme il y a de la vie ici, mais c'est de la vie 100%. vraiment différemment. Qu'est-ce que ces voyages-là t'ont permis de réaliser? Qu'est-ce qu'on a ici? Ou de faire le parallèle entre nos vies et leur vie. Ça reste du golf dans ton cas, mais il y a sûrement une réalité qui est très différente entre là-bas et ici. Là. Oui, parfois très, très différente. Il y a des endroits où c'est hyper similaire. Toutefois, le golf, là-bas, on s'entend, c'est un luxe. Ici, on prend ça pour acquis parce qu'il y a plusieurs terrains publics. Ouais. Quand tu arrives dans ces pays-là, habituellement, c'est des terrains privés. C'est pas les mêmes types de voitures, c'est pas les mêmes routes. Je veux dire, leur système de santé n'est pas aussi bon que le nôtre. Là, on chiale beaucoup sur nos affaires. Toutefois, on s'entend que dans certains pays, puis je pense à l'Argentine, qui a une inflation de 110 chaque année, parfois, on ne réalise pas à quel point on a la vie plus facile que certains de ces pays-là. Par contre, les gens là-bas, c'est des gens hyper accueillants, généreux, qui se plaignent moins. C'est des gens qui acceptent ce qu'ils ont puis qui essaient de profiter du maximum de ce qui leur est offert. Fait que, non, moi, il y a beaucoup de gratitude dans ces pays-là pour justement se comparer à quel point on est chanceux de vivre choyé, au Canada puis au Québec. Là. On est très chanceux. Parle-moi donc de l'Équateur, de ton passage là-bas. Les routes et tout ça. Il t'est arrivé une histoire assez intéressante. Oui, c'est une belle histoire, en fait. J'en ai quelques-unes dans ces pays-là. T'sais. Alors, raconte. Quito, c'est une ville qui est très, très, très en altitude. Ouais. C'est 10 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Donc, déjà en partant, tu es au-dessus du niveau des nuages. Tu arrives là-bas, on dirait qu'il te manque d'air. Ouais. Peut-être qu'il me manquait d'air parce que j'ai pris une décision qui certainement était C'était pas la bonne? pas la bonne. Donc, bref, on a décidé de louer une voiture à Quito. OK. Puisqu'on en arrive à l'aéroport, puis on n'était pas capable de prendre un Uber. Puis les Uber là-bas, où les services de taxi sont beaucoup moins chers qu'ici, OK? Donc, habituellement, ça vaut la peine de prendre un Uber, mais ça fonctionnait pas. Donc, j'étais avec 2 autres gars, puis j'ai dit, regarde, on va louer une voiture cette semaine. Le prix a l'air raisonnable. Les seules voitures qu'ils ont toutefois à offrir sont des voitures manuelles. OK. Je ne conduis pas manuel. Oh! Ouais. Donc, mais je me suis dit, regarde, je l'ai assis sur des routes plates, un peu comme ici en campagne, tu sais, puis... Bon, je suis vraiment pas bon pour changer la clutch. Toutefois, j'étais pas pire. J'étais assez bon. Toutefois, je n'ai pas réalisé que Quito, c'est une ville qui est en montagne. Il n'y a aucune route flat là-bas. Donc, c'est juste des routes comme ça, puis c'est le trafic le plus infernal que j'ai vu de ma vie. Donc, j'ai loué une voiture manuelle en Équateur. Déjà, en partant, c'était une mauvaise décision. J'ai stallé je ne sais pas combien de fois. Puis, évidemment, le trafic est infernal là-bas. Donc,
lorsqu'on a loué la voiture, ils nous ont rappelé, bon, le dernier chiffre de votre plaque d'immatriculation représente le jour que vous ne pouvez pas conduire. OK. Donc, nous, on avait le 5. Le 5 représente les mercredis. Les mercredis, entre 6h30 puis 9h le matin, puis de 5h ou de 4h l'après-midi jusqu'à 8h le soir, les routes sont fermées Les voitures plaquées avec le numéro 5. au 5. Ça donne que les mercredis matins, c'est les pro-am. Ben oui. Donc, Faut que tu te rendes au terrain, jouer ta ronde de pratique et de programme en même temps. exact. Donc, j'ai loué la voiture. Il est 6h15. J'étais peut-être un petit peu en retard pour mon pro-am qui est à 8h, mais le terrain est à 10-12 minutes de route. Donc, ça se fait bien. Donc, je prends la chance, puisque de 6 à 9, j'ai pas le droit d'être sur les routes. Je me dis, regarde, je suis un peu en retard. Ça vaut à peine l'essayer. Donc, je prends ma voiture manuelle, que je ne conduis pas très bien d'ailleurs. Puis, je suis au feu rouge. J'étais un petit peu en retard. Une police qui arrive à côté gauche, tape ça vite, me regarde, dit Señor, no posible a conducir a la miércoles. Je veux dire, il me parle en espagnol pour dire j'ai pas le droit de conduire. Moi, je la joue un peu stupide, je le sais pas, je m'en rappelle plus. Hey, t'es un touriste, là. Tourista, tu sais. Je veux dire, il l'entend très bien avec mon accent, mais regarde, la fille ne veut rien savoir. Fait qu'elle dit, regarde, suis-moi, on va aller sur le bord de la route, là. Donc, on s'en va sur le bord de la route. Il est 7 h du matin, mon programme est à 8 h. Ah, boy. Il faut que je me rende à mon programme pour être en retard. Donc, bref, on argumente. C'est 2 personnes. Il y a une femme, puis un autre gars sur 2 polices qui sont autour de moi, puis ils disent, regarde, on va t'amener à la station de police, on va voir, tu payes une fine, il faut que tu ailles en prison quasiment, il faut que tu laisses la voiture de côté. Scotty Scheffler, quasiment, là, une affaire de fou, là. Quasi. C'était peut-être plus mérité de mon bord. Toutefois, ils m'ont fait peur au bout, puis là, on est sur le Google Translate sans arrêt. On essaie de se communiquer. Là, OK, parce que ton long. espagnol n'est pas... Et comme tu m'as parlé là, sans plus. Ou... Sans plus. OK. C'est de base quand même. Là. OK. Par contre, je comprends quand même de ce qu'elle dit, mais il faut que j'essaie de m'en sortir avec l'aspect touriste. Là. Oui. Je veux dire, je suis en Équateur, là, je veux dire, là, on regarde les édifices et tout, une prison en Équateur pendant 3 heures, là, ça m'intéresse zéro. Je sais pas comment je vais faire. Donc, il faut que je réussisse à m'en sortir, tu sais, puis... J'avais entendu un peu par l'oreille droite qui est sortie par la gauche que les polices en Équateur étaient un peu corrompues, là, tu sais, donc... un peu, OK. Un peu corrompues. Regarde, y a-tu moyen de s'en sortir? Est-ce que je peux payer la multa en espagnol, qui est la contravention? Ouais. Je peux-tu la payer tout de suite? Y a-tu quelque chose à faire? Fait que là, finalement, elle abdique, là, elle me regarde, elle dit, regarde, suis-moi, on va aller dans une petite route discrète. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Je la suis. J'ai stallé 2 fois en essayant de la suivre parce que c'est une pente en montant. Elle descend en côte. Finalement, elle m'amène dans une petite route discrète. Elle se place en avant, tu sais. Puis là, elle vient me voir. Elle dit, ça va être 80 $. T'as-tu du liquide sur toi? J'ai du liquide sur moi. Je lui donne 100 $. Non. Ça marche pas de même. T'sais, là, elle prend un bout de papier. Elle met un bout de papier là. OK? Là, elle me dit, regarde, tu vas faire comme si c'était un bout de papier, tu vas le mettre en arrière, puis après, tu vas me le passer. Ah, ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi je suis en train de te raconter ça. Là. Mais bref, fait que là, je fais ça. Je prends le bout de papier, je mets le 100 $. Regarde, j'y donne. Je frissonne. Là, t'es tout seul dans ton char, les autres sont pas là? Non, je suis tout seul dans mon char parce que les God. autres jouent pas le pro-am. Okay. Je suis le seul le matin qui joue le pro-am à 8 h. Là, il est déjà 7h30 à peu près, là, 7h25. Fait que là, je passe le bout de papier, elle me regarde. No cambio, tu sais, j'ai pas de change. J'ai dit, garde, c'est correct. C'est pas grave. Vas-y, mon 100 $, pas de problème. Puis là, elle me dit, parfait, maintenant, je vais t'escorter au terrain de golf. Comme ça, tu vas pas te faire pogner par un autre police. Fois, ben oui, ben la monnaie, t'as peut-être pas 500 $ dans les poches. Puis là, le trafic commence à s'accumuler, puis c'est une pente de même au terrain de golf. Puis après, c'est un right turn. C'est un tournant à droite pour le faire, le terrain. Fait que là, elle m'amène jusqu'au terrain. Puis là, elle me laisse, elle me dit bye-bye. Puis là, il faut que je fasse le right turn pour me rendre au terrain de golf. Incroyable. Il reste encore un autre 100 mètres. J'avais encore peur de me faire pogner une deuxième fois parce qu'il me restait encore 100 mètres à faire pour me rendre au terrain de golf. Mais elle t'a escorté jusqu'au terrain. Elle m'a escorté jusqu'à 100 mètres du terrain de golf. Okay. Elle m'a regardé, elle a dit bye. Donc, bref, ça a été mon... C'est pas représentatif de tous les pays latinos, mais ça a été mon expérience en Équateur. Mais en fait, c'est drôle, c'est vraiment intéressant parce que j'en ai entendu de toutes les sortes au fil des ans de golfeurs professionnels d'ici, des Canadiens qui ont joué en Amérique du Sud. Puis
soit des empoisonnements, soit des situations, tu te trompes de chemin, tu arrives dans des situations. Tu sais, ça fait partie des expériences qui peuvent se produire, jamais je croirais. Tu sais, je veux dire, Exact. c'est pas évident. Je veux qu'on délaisse un peu l'Équateur. Je veux que tu me parles un peu d'un des séjours que tu as fait du côté du Royaume-Uni, en Écosse. Euh, moi, je suis allé au mois de mars dernier. Oui. Et j'ai halluciné sur l'accent. Mon chauffeur de boss, il a fallu que je lui dise « Hey, parle plus tranquillement, là. Je comprends très bien l'anglais, mais toi, je te comprends pas. » Ils sont tough à comprendre. Mais ça se peut-tu que tu aies vécu une situation similaire la première fois que tu étais allé en Écosse? Hey, les amateurs de golf, vous avez envie, tout comme moi, de découvrir les plus beaux parcours de golf au monde? Bien, avec Gendron Golf, vous avez l'occasion de réaliser le voyage de golf de rêve de votre vie, que ce soit sous le chaud soleil des Caraïbes ou encore sur les verts prestigieux des parcours américains ou encore les parcours incontournables en Europe, comme par exemple au Portugal, en Espagne, en Irlande et plus encore. Restez donc à l'affût des dernières nouveautés. Leur équipe vous proposera bientôt de nouvelles destinations et des expériences golfiques originales et diversifiées qui sauront plaire à tous. Et profitez de l'offre de voyage de groupe de Gendron Golf pour jouer avec certains des pros et des personnalités les plus réputées au Québec. Et pour un forfait individuel sur mesure, Gendron Golf prend soin de chaque détail et s'occupe même de réserver vos temps de départ selon vos préférences. Alors découvrez tous les détails sur gendrongolf.com et merci à Gendron Golf de supporter notre podcast Golf Le Monde. Invictus, c'est une marque de design et de marketing spécialisée dans la conception de gants de sport haut de gamme, fait sur mesure grâce à un processus de création et de conception réfléchi et minutieux. Tout ce qu'on fait chez Invictus, c'est de croire qu'en étant différents nous-mêmes, nous rendrons l'expression personnelle possible. Obtenez 10 % de rabais sur tout sur le site web invictusgloves.com et utilisez le code promo GolfLeMonde10. Mais ça se peut-tu que tu aies vécu une situation similaire la première fois que tu étais allé en Écosse? La première fois que je suis allé, oui, écoute, je pourrais pas te limiter de la bonne manière. Il je suis roule leur certain. R. Puis non, il parle comme ça, mais j'étais dans le train, je partais de Londres, puis j'étais dans un tournoi qui s'appelle le St. Andrews Links, OK? Puis j'étais le premier alternate pour jouer St. Andrews, un des plus gros tournois amateurs au monde. Ouais. Je me dis, regarde, je vais prendre une chance, je suis le premier alternate. Si je me fais appeler, il faut que je sois sur le tee, tu sais. Mais bref, je suis tombé endormi dans le train de Londres à Édimbourg. Ah, c'est une bonne ride, ça, là? Oui, c'est une bonne ride, ouais, 7-8 heures. C'est un red eye de train, là, Ouais, du moins. ouais. Mais bref, je connaissais pas l'accent écossais, là, mais je veux dire, le gars de la station, il vient me réveiller parce que je suis le dernier dans le train, je me suis endormi bien raide. Il m'avait dit, Larry, the train is a ride. Il me parlait comme ça, sans arrêt. Ride. À la ronde, boy, ride. Fait que là, je le regarde, je dis, what? Qu'est-ce qui se passe, là? Where am I? C'est comme, il me semble que c'est pas l'accent que je m'attendais, là. Puis quand tu entends Bob McIntyre, tu comprends un peu que oui, l'accent est fort, là. Ouais. Donc finalement, j'ai réussi à le comprendre que on vient d'arriver à la station de train, puis que mon autre train est dans une autre station. Là, j'ai mon sac de golf, 2-3 pack-sacs. Puis là, il faut que je cours dans la rue d'Édimbourg parce qu'il me reste 20 minutes pour pogner mon autre train. Puis là, il m'explique où c'est, mais tu sais, je comprends rien de ce qu'il me dit. Fait que je fais juste courir dans les rues d'Édimbourg avec mon sac de golf, puis il a demandé où l'autre station de train, tu sais. Mais je pense que je me suis rendu, puis la porte fermait quasiment. Là. Ah ouais? Puis là, c'était l'autre train pour aller à St. Andrews. Ouais. Fait que, ouais, ça m'a surpris. Alors, l'accent irlandais, c'est rien comparé à l'accent écossais. À ce point-là, ouais. Ouais. En tout cas, pour moi, là, c'est... Moi, l'accent écossais, je l'ai trouvé fort. Le plus, c'était Pays de Galles. Parce Ah, qu'ils Pays de parlent- Galles? c'est le Ouais. Welsh. C'est ça, j'ai absolument rien compris. J'étais avec des gars de Toronto qui parlent anglais mieux que toi puis moi, puis eux-mêmes comprenaient pas. C'est-tu le Gaelic, ça, là-bas? Ouais, Gaelic ou Welsh, ou je sais pas trop quoi, là, mais c'était... Non, ça avait aucun bon sens. Non, tu comprends rien. En tout cas, pour moi, là, je Mais comprends rien. de First Alternate, as-tu joué finalement? J'ai embarqué dans le terrain. Je suis arrivé à St. Andrews, puis ils m'ont dit, ouais, ouais, il y a une personne qui s'est désistée, you're in. Là, écoute, c'est un red eye de train, là, on s'entend, tu dors pas bien, là, mais Ben non. je suis arrivé à midi au terrain de golf. Je restais dans la petite université de St. Andrews, Ouais. un local gros comme les 2 chaises en ce moment, tu sais. C'est des chambres, durant l'été, c'est des chambres qui sont vides parce C'est que un les dorm. étudiants sont pas là. C'est un dorm, tu sais. Ouais. Puis c'est là que Prince Williams puis Kate Middleton ont étudié, je pense. OK. Qui est juste à côté du terrain de golf St. Andrews. Tu sais, tu peux marcher, là.
Fait que je m'avais installé. Puis c'est sur 2 terrains, ce tournoi-là. Je pense que c'était sur le Jubilee. Ouais. Parce que le Jubilee, puis les 2 dernières rondes sont sur le Old Course, OK. donc sur le vrai St. Andrews. Ouais. La première fois que j'arrive, c'était l'année du British Open. Donc il y avait des gradins partout. Oh Là. Ils my commençaient God. à installer. Là. Donc au premier trou, tu avais le gros gradin à droite. Là. Fait que je pense que j'ai joué 9 trous sur le Jubilee, puis je me dis, regarde, on s'entend que ma préparation est déjà pas adéquate, là, donc il faut que j'aille sur l'Old Court, il faut que j'aille jouer le terrain de St. Andrews. Fait que j'ai joué 9 trous sur le Jubilee, puis j'étais allé sur le l'Old Course, puis c'était ma première ronde, j'étais tout seul. Puis j'ai joué le Old Course St. Andrews à 5-6 heures le soir, puis le soleil se couche à minuit en été. Ben oui, tu sais, ben fait que j'étais 10 heures le soir au 17e, Bref, c'était une expérience unique. Ça forme la jeunesse, comme on dit, ces petits voyages-là. Exact. Ça, c'est dans tes années où tu étais donc évidemment sur l'équipe nationale, comme avant l'équipe nationale. Ah oui, quand même. Quand même. Ça t'a ouvert des portes, donc, par la suite, d'aller compétitionner là, d'aller chercher du vécu, c'est clair. Qu'est-ce que tu as aimé des parcours de type écossais, irlandais? Parce que, je veux dire, tu as joué tous les types de parcours dans ta vie. Qu'est-ce que tu as aimé les premières fois de réaliser qu'il y avait autant d'histoires, mais autant de défis? Oui, en fait, ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours adoré regarder le British Open, les Open Championship. Ça m'a toujours fasciné. Je trouvais que c'était tout le temps mon tournoi préféré de l'année. Les conditions étaient différentes, le terrain était différent, sur le bord de l'eau, c'était froid. C'était pas des tournois qui nécessitaient plusieurs oiselets. Ça se gagnait toujours autour de la normale. Puis quand j'étais jeune, je regardais ça puis je me dis, regarde, il faut que j'aille vivre ça une fois dans ma vie. Ouais. Fait que la première fois que j'ai fait un tournoi de financement, j'avais comme 19 ans, 20 ans. Puis mon but pour cet argent-là, c'était de jouer le British Amateur. Fait que la première fois que j'étais allé là-bas, dans ces pays-là, c'était pour jouer le British Am. J'étais déjà inscrit. Mon world ranking était assez bon. C'était Carnoustie. Ouais. Donc, c'est un des plus toughs au monde. Oui, exactement. Un des plus toughs au monde. Puis c'était mon rêve d'aller jouer des tournois comme ça. Puis quand tu arrives là-bas, je pense que j'ai compris pourquoi j'aimais ça, parce que c'est un peu le golf à son état pur. C'est pas manicuré, tu sais. L'emplacement est sur le bord de l'eau, puis c'est la nature qui fait en sorte que c'est tough. C'est une beauté brute. C'est beauté raw. brute. Tu l'as vécu, tu sais, dans le sens que comment je pourrais dire ça? C'est des terrains où les éléments de la nature vont te tester à un autre niveau, tu sais. Ah oui. Puis l'amour du jeu du golf là-bas est un peu basé avec, tu sais, ils vendent-tu la température? On dirait que c'est tellement une bataille interne difficile, plus difficile que les autres terrains. Puis c'est un endroit aussi qui nécessite plus de créativité. Ouais. Faut que tu sois capable de la frapper basse, faut que tu sois capable de la frapper haute parfois, faut que tu sois capable de te sortir des pas de bunker, des petits bunkers. C'est une shot totalement différent de ce qu'on vit ici dans des trappes de sable un peu plus manicurées. Des petits clubhouses à l'ancienne qui ont été bâtis au 18e, au 19e siècle. Le froid, le vent, la mer, je veux dire, il y a plein d'éléments de la nature qui m'ont fasciné. Puis, pour moi, je pense que l'aspect créatif, c'est ça que j'ai aimé le plus. T'as pas le choix d'être complètement peu orthodoxe sur tes frappes de balle. Donc, j'ai adoré ça. Non, ça te pousse. En fait, c'est le même sport, ça porte le nom de golf, excepté que pour l'avoir vécu une fois, contrairement à toi plusieurs fois, moi, il y a des coups de golf que j'avais jamais essayé dans ma vie quand j'ai vécu ça. Je ne sais pas si toi, tu t'es retrouvé dans une situation similaire. Avoir les pieds croches, ça nous arrive ici en Amérique du Nord ou un peu partout sur la planète, mais dans des conditions aussi particulières, je suis content de l'avoir vécu à un stade de ma vie que je suis encore capable de le faire. Oui. Moi, je dirais souvent aux gens, allez-y pendant que vous pouvez, parce que c'est vraiment, je pense, à un autre niveau. Je ne sais pas si au niveau professionnel ou au niveau de golf de haut niveau, comment tu l'as vécu, mais moi, c'est un peu comme ça, je le vois, là. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu... c'est comme aller faire du ski de poudreuse. Je veux dire, c'est un sport un peu plus extrême dans ces pays-là parce que il fait froid, c'est tough, les terrains sont difficiles. Puis c'est difficile de jouer un pointage bas dans ces pays-là. Donc, pour moi, j'ai appris des différents types de coups. Là. Frapper un fer 2, fer 3, hyper bas, un peu comme Tiger quand il a gagné le British en 2006. Il a frappé un driver en 4 rondes. Ouais.
Donc, il faut que tu apprennes à être plus créatif puis de ne pas avoir justement un manque de patience, de l'impatience parce que tu veux frapper le driver. Je veux dire, il faut que tu sois hyper stratégique sur ces terrains-là. Donc, ça force son caractère. Donc, tu as fait quelques British amateurs, tu as joué St. Andrews, tu as joué Carnoustie. Y a-tu un terrain, toi, qui est venu te chercher plus qu'un autre, qui est sorti du lot de par peut-être sa beauté, son défi ou l'ensemble de l'œuvre qui aujourd'hui reste à ce jour le terrain que tu aimerais rejouer ou revoir? Dans ces pays-là ou dans n'importe quel... Restons là pour l'instant. OK. Oui. Oui, il y a un terrain qui est peut-être moins connu. Je ne pense pas qu'il a déjà eu l'Omnium, mais Portmarnock, Royal Portmarnock, qui est à peu près à une demi-heure de Dublin, en Irlande. Ouais. Un des plus beaux terrains que j'ai joué de ma vie. On dirait que j'appelle ça un links moderne. OK. C'est un links qui est long, qui est venteux, qui est sur le bord de l'eau, vert plus large, pas de bunker peut-être un peu plus large, mais tu sais, t'es sur le bord de l'eau, t'as quasiment une vue sur Dublin par moment. Puis je me rappelle juste à quel point c'était spectaculaire, puis que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi beau parce qu'il n'est pas connu. Oui. Tu sais, Carnoustie, Il fait pas partie de la rotation, là. Non, c'est ça, exactement. Carnoustie, on le sait. Royal County Down, il y a eu plein des tournois là-bas, on le sait. Troon, Liverpool, on les connaît. Royal Lidham, mais Portmarnock, je le connaissais pas, puis j'ai été incroyablement surpris. Comme Royal Aberdeen aussi, qui est moins connu, qui est un peu plus au nord, sur le bord de l'eau, c'est dans une falaise un peu plus surélevée. Donc, je dirais Portmarnock puis Royal Aberdeen parce que je les connaissais pas. OK. C'est devenu des belles surprises en même temps. Exact. Ils sortent du lot parce qu'ils sont pas dans, comme, je sais pas moi, Turnberry ou... Exact. Ils sont moins connus, tu sais. J'ai eu la chance de jouer St. George's aussi une fois au British Am. Super beau, tu sais, incroyable, évidemment. Ouais. Mais j'ai pas eu la surprise parce que je l'avais vu à la télévision quelques fois. Oui. Non, je comprends. On parlera de voyage d'une couple de secondes. Je veux qu'on parle de ton parcours de golfeur professionnel. Parce que tu as attendu jusqu'à 2020 pour passer professionnel. Oui, 2020 en plus. C'est l'année COVID, effectivement. Pourquoi avoir attendu si tard, Joey, de passer pro? On t'a sûrement déjà posé la question, mais moi, je serais curieux de savoir pourquoi tu as attendu si tard dans ton cheminement. Bonne question. La première, c'est que pour tourner pro, il fallait que je prouve encore certaines choses amateurs. OK. Puis, que tu te prouves. Oui, exactement. Puis nous, notre objectif, moi et mon coach, Daniel Langevin, c'était 6 mois dans le top 50 amateurs au monde consécutif. OK. C'est ça qu'on voulait atteindre. OK. Puisqu'on se disait que cette statistique-là te donne un certain pourcentage pour atteindre. C'était très, très statistique, là. OK. Puis ce niveau de golf-là, atteindre le top 50 amateurs au monde pour une certaine période de temps, habituellement, il y a des bonnes chances que tu puisses atteindre le plus haut niveau. Tu as une chance. Je comprends. Fait que je l'ai atteint. Dans cette dernière année-là, j'ai atteint... mon plus haut classement était 24e au monde, amateur. Puis j'ai resté dans le top 50 peut-être 7 mois, 8 mois, je ne me rappelle plus. OK. Puis après, c'était fin 2019. Puis j'ai joué un tournoi qui, une fois le Mesdames à 25 ans, puis je pense que c'était un de mes derniers tournois amateurs pour avoir une chance d'aller au Masters. Puisque si tu gagnes ce tournoi-là, tu as l'opportunité au Masters. Oui, comme amateur, évidemment. Comme amateur, évidemment. Puis c'est un enjeu financier aussi, puisque je voulais avoir un peu les 2 ans d'expérience sur l'équipe canadienne, voyager le monde, me comparer, jouer 2 Canadian Open, pour voir, mon jeu se situe où, de façon hyper objective. Oui. Puis voir mon potentiel par rapport au meilleur et être capable aussi d'amener ça à de potentiels commanditaires, puisque lorsque tu passes du côté professionnel, tu as également moins de support au niveau équipe canadienne. C'est-à-dire, est-ce que tu peux être professionnel et bénéficier de l'aide de l'équipe canadienne? Oui, mais c'est pas le même niveau d'aide. OK. À l'époque. OK. À l'époque, c'était hyper avantageux de rester amateur. OK. Il y avait un bon budget pour développer nos jeunes parce qu'à l'époque, on croyait... à l'époque, il y a 5-6 ans, on croyait vraiment que pour développer les meilleurs joueurs pros, ça prenait une bonne structure amateur pendant quelques années. Ouais. Puis...
pour avoir bénéficié de ce programme-là quelques années, écoute, on a eu un super budget, puis j'ai voyagé partout, l'Argentine, l'Irlande, l'Australie. Je veux dire, je referais mon parcours demain. Ben oui. Puis j'en avais besoin pour me sentir prêt pour tourner professionnel, puis avoir certains commanditaires qui embarquent par la suite. Puis, tantôt, tu parlais de Daniel Langevin. Il y a une petite équipe autour de toi. C'est-à-dire que ces voyages-là que tu planifies, je veux dire, c'est pas toi qui book tes voyages. Qui fait ça? Est-ce que c'est toi qui fais ça? Explique-moi. Ah ouais, hein? Tu fais tout ça? Tout, oui, c'est tout. My God! Ouais. Je veux dire, ça demande... C'est une logistique. Quand tu parlais de la complexité de booker en Amérique latine pour un circuit comme le Latino America qui est devenu le PGA Tour Americas, tu fais toutes tes réservations, tes connexions, tes réservations. Si tu as des trucs, moi, je prends tous tes trucs, mais... Mais non, j'en ai pas, mais en fait, puis tu as des commanditaires, là, on s'entend. Mais pas assez pour te payer un entourage qui fait ça pour toi. Tu peux, mais pour te donner un exemple, sur les Canadiens, Corey Connors, qui est au plus haut niveau de la hiérarchie du golf, book encore tous ses voyages. Es-tu sérieux? Mais il aime ça être en contrôle, puis je suis un peu du même niveau. Tu sais, j'aime ça, savoir quel vol que je prends, combien ça coûte, à quelle heure, quelle compagnie d'aviation je prends, quelle compagnie de location de voiture, par exemple, avec qui je reste. Tu sais. C'est toute une logistique. Au départ, c'était un peu déstabilisant. Toutefois, pour moi, j'aime mieux être en contrôle de mes affaires, puis comment je gère mes budgets. Donc, tu me surprends. Je pensais pas que c'était décisionnel de ton côté à ce point-là. Puis avec le temps, arrives-tu à, mettons, ne serait-ce que pour économiser, parce que il y a des coûts rattachés à tout ça, arrives-tu à cochambrer, mettons, louer une maison, je sais pas moi, à Lima au Pérou, ou dans telle ville en Argentine avec d'autres gars du circuit? Comment ça fonctionne? Absolument, absolument. Je veux dire, surtout dans ces pays-là, ça devient presque une fraternité par moment, là. Puis aussi, je veux dire, la vie sur la route peut être un peu seule également. Donc, c'est bien pour la raison d'économiser, mais aussi pour la raison de passer du temps socialement et jaser d'autres choses. Ouais. Donc, oui, j'ai certains... principalement des Canadiens avec qui je reste, puis on voyage ensemble, on essaie de louer des maisons ensemble, des appartements ensemble. Puis, évidemment, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens un peu à travers mon expérience. Donc, s'il y a des endroits où j'ai des amis, parfois, ils m'hébergent. Donc, ça me permet un peu d'économiser par-ci, par-là. Puis en même temps, ça me permet d'avoir aussi une semaine où je peux socialiser avec d'autres mondes, jaser d'autres choses que du golf. Oui, il y a tout cet univers-là également qui est important. Non, tu me surprends un peu. Y a-tu moyen de chiffrer, Joey? Ça se dit-tu? Si tu peux-tu nous le partager? Une saison PGA Tour Americas? Combien ça coûte? Combien ça te coûte? Ah! Ben, je ne te demande pas une scène près, là, mais... Écoute, c'est une ballpark, bonne question. Peut-être autour de 75 100. 75 à 100 000 pour l'année? Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher. Je dis que c'est déductible, par contre. C'est des business expense, on s'entend. Mais n'empêche. Oui, mais je veux dire, on n'a pas le choix. Là. Aller en Amérique du Sud, c'est dispendieux. Les Q-Schools, c'est dispendieux. Tu sais. Par exemple, le Q-School du PGA Tour maintenant, Korn Ferry, tu sais, c'est 4 500 USD. Tu sais. Donc, en dollars américains, évidemment. Q-School pour l'Europe, c'est un autre 4 000. Donc, tu sais, déjà en partant, il y a des grosses compétitions qui coûtent cher. Là. Puis ça, t'es pas rendu, t'as pas payé, t'as pas amené un cadet avec toi, t'as pas un repas de payer, t'as pas, je veux dire... Fait que, puis, c'est ça, c'est pour ça que la partie amateur est importante pour développer un peu mon pedigree, pour avoir le support que tu as besoin pour vivre, pour te développer, tu sais. C'est capotant, parce que le niveau de compétition à ton niveau est hallucinant. Il y a beaucoup de gens qui demandent dans la vie, « Ah, mais comment ça qu'on n'a pas de Québécois? » Je veux dire, il suffit de regarder la masse de bons golfeurs sur la planète, puis ceux qui font beaucoup, beaucoup d'argent, ça passe dans un sablier, ça passe au compte-gouttes. Cet été, tu as participé au Beaumont Open. OK? J'adore ce tournoi-là parce que c'est une vitrine pour les golfeurs d'ici, notamment, même si il n'y a pas de golfeurs d'ici qui nécessairement sortent gagnants. Mais parle-moi du niveau de compétition qu'on retrouve sur le PGA Tour Americas. Dans un exemple comme cet été, à Bromont, tu as joué 3 bonnes rondes sur 4. Tu as terminé avec un 65.
tu termines à égalité en 53e place. Tu finis genre moins 7, je pense, à 15 coups de la tête. Je veux dire, c'est immense, mais en même temps, ça représente le niveau de compétition à l'interne. Parle-moi un peu comment tu vis ça, parce que je pense que, moi, personnellement, je suis découragé. Tu as joué du 65, tu finis à 15 coups de la tête. Ça te prend-tu un miracle ou quoi? Oui et non. Oui, le calibre est aussi bon qu'il n'a jamais été. Tu sais, le sport professionnel du golf est fort. On le sait là, à tous les niveaux. OK? Puis, il y a des jeunes qui arrivent, qui frappent loin, qui frappent droit, qui ont une bonne short game. Le niveau n'a jamais été aussi bon. Mais c'est pas décourageant, tout dépendant de la façon que tu le vois. Tu sais. Ça peut t'améliorer également si tu es dans cet univers-là. T53, oui. Je suis un peu déçu. Mais j'ai eu une mauvaise ronde, puis je le sais. Mais c'est faisable de jouer moins 6, moins 7, moins 8 à ce niveau-là. Là. Tous les jours, là. En fait, c'est ça que ça prend? Bien, pas tous les jours, je veux dire. Bien, pour gagner, oui. Celui qui a gagné, oui, pour gagner, effectivement. Pour gagner, ça te prend 4 bonnes journées. Ou ça te prend 2 bonnes journées, une mauvaise journée que tu réussis à en sortir, puis une journée médium que tu réussis à t'en sortir aussi. Quand tu joues une ronde au-dessus du port, habituellement, tu viens de te tirer dans le pied là, à ce niveau-ci. Mais ça fait un peu partie du fun, tu sais. C'est comme, ça va être quand ta semaine. Parce que quand tu le vois de même, tu as juste besoin d'une bonne semaine sur 16 pour passer à l'autre niveau. Ouais. Donc, c'est aussi moins stressant d'une certaine manière parce que ça te prend juste une bonne semaine quand tu le vois comme ça. Effectivement. Mais la réalité est, quand tu regardes, mettons, le classement au niveau des points sur le PGA Tour Americas, les 10 premiers obtiennent un statut pour le Korn Ferry qui est l'étape au-dessus, juste en dessous du PGA Tour. Mais une victoire durant la saison ne te garantit pas pour autant un statut. Ça te donne une idée comment que c'est fascinant. Personnellement, tu préfères-tu 2 victoires dans l'année et pas de cote nulle part, ou une belle stabilité pour obtenir... comment tu perçois tes plans de match? Bien, j'ai été plus dans la catégorie 2, je te dirais. Donc, j'ai fait, par exemple, en début d'année, sur le PGA Tour America, j'ai fait les 4 premières coupures consécutives. Puis, au début de l'année, j'ai fait 7 des 10 premières coupures. Ouais. Avec, je pense, 3 ou 4 top 20. Ce qui est constant, ce qui est bon, c'est plus payant de gagner 2 victoires, par contre. Ben oui. C'est plus payant, tant monétairement qu'en termes de points. C'est clair. Donc, de façon... je veux dire, c'est un peu comme comment je pourrais dire ça? Un peu comme investir dans la bourse, là. Tu sais, je veux dire, tu peux mettre toutes tes balles dans un stock qui va faire ça. Par contre, peut-être qu'à long terme, c'est mieux d'investir dans quelque chose qui va être un peu plus linéaire. Je comprends. Donc, dans ma carrière présentement, c'est peut-être un peu plus comme ça. Bref, je pourrais pas te dire. Par contre, une victoire et de la constance, habituellement, c'est ça qui mène au succès. Ben oui. Donc, je dirais qu'à ce niveau-ci, le but, c'est de se retrouver en contention pour le dimanche. Ouais. C'est ça que tu veux créer. Si tu gagnes, c'est un peu Dieu qui va décider si tu as une bonne journée de putting ou pas, la dernière ronde. Oui, parce que le putting, rendu à votre niveau, c'est vraiment le nerf de la guerre. Là. Bien, les gars frappent tout très bien, très proche du trou. C'est un bon contrôle de balle pour la majorité des gars. Donc, pour gagner le tournoi, ça se passe pas habituellement sur la frappe de balle, parce que la frappe de balle, les gars sont tous pas mal bons. C'est qui va faire le plus de potes en fin de la semaine. Incroyable. Hein? C'est comme ça que ça marche pour terminer avec le trophée en fin de semaine. Ben oui, avec le gros chèque et le plus grand nombre de points. Yes. C'est ton année où tu vas avoir 30 ans cette année. T'es plus vraiment dans la relève. T'es comme un jeune vétéran. Tu te donnes combien de temps pour dire je vais continuer à travailler fort, à grinder, à essayer que je brille sous le soleil, là. Tu sais, parce que c'est littéralement ça. Tu vas probablement être en mesure de jouer au golf toute ta vie.
Mais le faire au niveau compétitif, est-ce qu'il y a des semaines où est-ce que tu te dis, je pense qu'il faut falloir que je pense à autre chose éventuellement, ou ça effleure même pas ton esprit au moment actuel? C'est sûr que quand tu manques la coupure, parfois, tu te dis, bon, je prends ma retraite, je fais quelque chose d'autre. Par contre, ça dure 2 heures, puis après, tu passes à autre chose. Parce OK. que je me fixe pas de temps pour la seule et unique raison que si je continue à m'améliorer, je réussis à avoir le support nécessaire, puis j'ai du fun à faire ce que je fais, puis j'ai encore un statut à un haut niveau, élite mondiale. Tu sais, je veux pas me fixer de temps. Tu sais, pour te donner un exemple, un des gars sur le PGA Tour s'appelle Taylor Funk. Son père, C'est Fred. Fred Funk. Fred Funk est arrivé sur le PGA Tour à 33 ans. Tu sais, à 28 ans, 27 ans, probablement qu'il y avait des doutes lui aussi. Ouais. Mais les doutes, ça fait partie de l'amélioration, ça te fait travailler plus fort. Puis ça peut te faire dépasser aussi tes capacités à essayer d'être plus créatif parce que si tu aimes vraiment ça, si tu as la passion, si tu es bien entouré. Peut-être en santé aussi. En santé aussi, si j'ai pas de blessure. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, je me fixe pas de timeline. J'ai tout le temps été un late bloomer. Puis la journée où ça va stagner pendant 2, 3 années consécutives, par exemple, où mes statistiques diminuent de façon objective, tu sais, je vais avoir aucun regret d'arrêter. Pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. Je sens que mon jeu continue de s'améliorer. Puis quand ça s'améliorera plus, on trouvera autre chose. Ah, c'est intéressant. J'aimerais que tu me parles un peu de... C'est une routine. Tu sais, on a eu la chance de se côtoyer à Saint-Georges-de-Beauce cet été, au tournoi du East Coast Pro Tour. Oui. Je te regardais du coin d'œil frapper des balles, puis je me disais, un golfeur de ton niveau, est-ce que tu joues un tournoi du East Coast Pro Tour, que tu joues un tournoi du PGA Tour Americas, ou parfois peut-être même le canadien, ta routine d'avant-tournoi, c'est quoi? As-tu des habitudes auxquelles tu ne déroges pas? Oui. Oui, je te dirais que ma routine, mettons, pour me préparer pour une ronde de golf devrait être assez indépendante où tu joues et avec qui tu joues. Ça devrait être pas mal. Tu sais, il y a des constances dans ce sport-là. C'est un sport qui est très, très demandant en termes de variables. On sait, le vent va-tu être nord, va-tu être sud? On ne sait pas. Par contre, ta routine de préparation devrait être sensiblement similaire. Donc, tu sais, je sais à peu près en combien de temps je vais arriver avant la partie de golf, me préparer. Je sais un peu mes exercices que je vais faire à la maison pour réchauffer mon corps. Ouais. Tu sais, quel type de drill de putting que je vais faire. Tu sais, tout l'ordre est assez... Il y a des petits twitches une fois de temps en temps. Toutefois, tu sais, je sais où je m'en vais pour me préparer. Mais es-tu genre, mettons, juste avant de partir, de dire, OK, on commence avec un par 4, après ça un par 3. Est-ce que tu vas être genre... essayer de reproduire ce que tu vas jouer dans les prochaines minutes ou pas du tout? Oui. Moi, je le fais. Moi, je le fais. S'il y a... le premier coup dans des tournois est toujours... Peu importe où tu joues, on dirait qu'il y a toujours un petit... Ça donne le ton, là. Ouais, un petit stress, une adrénaline de plus. Le cœur bat un petit peu plus fort, donc j'essaie de le préparer avant ma ronde. Donc, dans De le la fin... reproduire. Oui, la fin de mon warm-up, tu sais, je vais essayer de le frapper. Donc, c'est un driver. Au premier trou, mais je vais essayer de visualiser, je vais frapper mon driver, tu sais, juste me préparer. Donc, oui, il y a une séance dans ma pratique où je vais essayer de reproduire certains coups sur le terrain. Plus particulièrement les coups difficiles du terrain, qui me font peut-être un peu plus peur, qui sont des coups peut-être plus... à haut risque. À haut risque ou plus compliqués, où l'erreur coûte plus cher. C'est peut-être que je vais le reproduire, mais je vais aussi essayer de planifier 2-3 trous où j'ai une opportunité de birder que je veux saisir. Ouais. Donc, oui, dans la fin de ma pratique ou la fin de ma préparation, j'essaie de faire ça. Ah, c'est cool. Arrives-tu dans un événement, dans un tournoi avec un plan de match établi? Arrives-tu avec un score en tête? Ou tu arrives un coup à la fois, puis le prochain coup est le plus important? Comment tu abordes le... Il y a différentes théories là-dessus. Pour moi, c'est un coup à la fois. C'est comme... Il y a comme un certain équilibre à avoir que chaque coup compte. Chaque coup, il faut que tu mettes toute ton énergie, ton focus. Puis il y a aussi l'autre qui est chaque coup, on s'en fout un peu. Il faut se laisser aller. Ouais.
puis il ne faut pas se mettre trop de pression sur chaque coup. Il y a comme un peu cet équilibre-là à avoir. Puis pour trouver cet équilibre-là, pour moi, je peux pas me fixer un pointage. Ouais. Je peux pas, parce que c'est penser trop loin en avant. Une partie de golf, c'est 5 heures. Donc, si j'ai un chiffre en tête, j'ai 5 heures à penser à ce chiffre-là. Pour moi, c'est de l'énergie gaspillée. Je comprends. J'essaie de me concentrer un coup à la fois pour, puis après le coup, faire un certain feedback, penser à autre chose, recommencer le processus. Ouais. Puis à la fin de la ronde, je vais compter mon pointage. Parce que tu comprends le sens de ma question en ce sens Ben où oui. Tu commences le tournoi le jeudi, courir après un pointage, à ce moment-là, ça donne pas grand-chose. Tu arrives un samedi, tu sais déjà que tu as fait la cote, tu es positionné dans le tournoi, tu vises encore la première place. Veux pas le chiffre que tu as besoin pour te positionner, faut que tu y penses. Oui, tu y penses, mais j'essaie de pas y penser. OK. Dans le sens que, on s'entend là, à pas mal tous les niveaux, là, sauf certains tournois, là, shift autour de -20 après 4 jours. Moins 20. Tu sais, c'est à peu près ça chaque semaine. J'ai frais, tu sais y penser. Mais c'est intimidant si on non, pense mais à c'est -20. capotant. Donc, on peut pas penser à ça le jeudi, c'est -20. Pour moi, c'est une ronde à la fois, un coup à la fois. C'est très, très cliché, mais c'est comme ça que ça marche, là, parce que quand tu te concentres un coup à la fois, bien, tu ne penses pas à l'enjeu que ça me prend ce pote-là pour tomber à -6, puis peut-être avoir une chance d'avoir... Mais ça t'en prend. Oui, Tu n'as pas le choix, ça t'en prend. Pour arriver à -20, il faut que tu en fasses. 100 faut que tu en fasses au -20. 100 Mais je veux dire, pour tomber à -20, tu as 23 heures de jeu de golf. Donc, tu as 23 heures à penser à -20. Non, ça se fait pas, là, tu sais. Comment tu te décrirais comme golfeur? Es-tu perfectionniste? Es-tu un gars de stats? Comment tu te définirais comme golfeur? Je me suis toujours un peu défini comme un mix entre un genre d'artiste puis un comptable. Donc, c'est un peu une dualité, un peu paradoxe, là, on s'entend. Là. Ouais. Mais, tu sais, j'ai mes routines assez cartésiennes. Mais, tu sais, je peux être assez créatif sur un terrain de golf, là, tu sais. Donc, si je me retrouve en position un peu plus précaire, tu sais, je suis capable d'être créatif pour essayer de m'en sortir. Ouais. Des coups de short game un peu plus... où ça demande une certaine touche de créativité. Tu sais, ça tombe dans mon air d'aller. Mais j'ai mes préparations hyper cartésiennes, tu sais, avec mes carnets de notes où j'ai mes plans A, plan B, plan C avec le vent. Tu sais, donc, ce mix-là fait peut-être en sorte que... Puis j'essaie encore de peaufiner ce mix-là pour atteindre un plus haut niveau personnel, mais ça fait partie de moi. Donc, peut-être quand j'arrive sur le terrain, j'essaie d'être un peu plus artistique. Pour ma préparation, j'essaie d'être plus cartésien. Tu fais-tu des dessins dans ton calepin de notes? Tu parles d'être artistique, es-tu au point de dire on fait des petits dessins ou tu t'en tiens vraiment? Des bonhommes allumettes avec ta face. Non, mais quel genre d'éléments d'information tu peux ajouter ou introduire à ton carnet de notes? Oh boy. Pour te rappeler, mettons, une shot à faire ou qu'est-ce que tu mets là-dedans comme information complémentaire, utile ou qui te change des idées? L'affaire, c'est que dans ce sport-là, pour moi, c'est comme... Tu sais jamais quand tu vas en sortir une bonne. Tu sais jamais quand tu vas bien jouer. Puis tu sais pas si ça va être cette année ou l'année prochaine ou dans 2 ans. Ouais. Donc, à chaque fois que je joue le terrain, même le dimanche, par exemple, cet été, au Château Bromont, j'ai joué le 16e trou, je pense, la 3e ronde, puis j'ai frappé un coup qui était stratégiquement mauvais, puis je l'ai manqué. Tu sais, oui, c'est 2 erreurs. Stratégiquement mauvais et raté. Exact. Donc, deux t'as 2 erreurs. Ça coûte cher. Ben oui. C'est stratégiquement mauvais, mais réussi, c'est thumbs up. Peut-être je m'en serais sorti, mais je l'aurais peut-être manqué. Bref, tout ça pour dire que j'ai pris mon carnet de notes, puis je l'ai pris en note. J'ai fait, garde, au 16e trou, je veux dire, voici où tu vises maintenant, là. Puis je le sais que le lendemain, le drapeau ne sera pas au même endroit. Je sais que peut-être le vent allait changer pour le lendemain, mais mettons que je le joue l'année prochaine ou à un autre moment, au moins je vais le savoir, ça va être dans mes notes, je vais m'en rappeler. Donc, oui, il y a tout le temps une prise de notes pour moi qui est important après les trous. Soit positif ou négatif, tu as quelque chose pour te rappeler, un moment clé où tu as déjà passé. Exact, parce que
Je veux dire, peut-être que cette décision-là stratégique, elle va me servir dans 2 semaines où je vais avoir un coup similaire. Ouais. Donc, c'est ça. Il faut tout le temps que tu le planifies comme un jour, cette note-là va te servir. Aimes-tu mieux... Comment je pourrais... Aimes-tu mieux un bon coup avec un mauvais résultat ou un mauvais coup avec un bon résultat? Un mauvais coup avec un bon résultat. C'est sûr. Mais non, c'est sûr. C'est parce que, tu sais, des fois, tu le sais, là, tu frappes une bonne shot, puis t'as un mauvais break. Tu tu comprends? Mais tu peux en frapper une vraiment mauvaise, puis finir à ça du trou. Fait que, tu sais, c'est le côté fou du golf. Rémi Bouchard m'avait dit, tu sais, le golf, c'est pas un jeu de bons coups, c'est un jeu d'erreurs, tu sais. Les meilleurs qui jouent moins 22 à la fin de la semaine ou moins 24, là, ils ont fait plein d'erreurs. Ça a donné que leur erreur cette semaine-là, là, à la place de se retrouver dans le bunker short side, elle est restée sa frise, il y avait un 15 pieds, puis ils ont fait le pot. Ouais. Mais c'est un jeu d'erreurs. Il a fait une erreur pareille. Il était un petit peu plus chanceux. Donc, c'est pour gagner à la fin de la semaine, faut se le dire, ça prend un peu de chance. Oui, tu seras pas parfait, tu vas être plus chanceux. Exact. Il n'y a C'est- personne de parfait. Bon, il a probablement mieux joué, mais ses erreurs ont été moins pénalisantes. Exact. Donc, j'aime mieux prendre un skull qui se ramasse à 3 pieds qu'un coup parfait que, je veux Pogne dire... dans le vent. Pogne oui. dans le vent, je m'en vais à l'autre bord du trou. Un boogie, tu sais. Évidemment, tu maîtrises pas mal toutes les shots là, de ton niveau de jeu. Ton classement mondial dit tout. Mais y a-tu un coup dans ton arsenal que tu aimerais mieux maîtriser? Ça peut paraître étrange comme question, mais y a-tu un coup que tu aimerais mieux maîtriser? Que tu maîtrises, mais mieux maîtriser? Le golf, c'est un sport d'insatisfaction, je veux dire, perpétuelle. Je veux dire, écoute, j'ai vu des gars jouer 61, par exemple, puis être quasi déçus après la ronde, là, parce qu'il y avait une chance de jouer 69. On est fou, là. Ouais. Donc, s'il y a des shots que je veux améliorer, 100 Je veux dire, on peut aller dans la liste de tous mes coups, Ouais. puis si je peux les améliorer un peu, je le ferai tout. Mais en ordre, écoute, moi, j'aimerais être un peu plus solide sur les verres, faire un petit peu plus de roulé. OK. Puis, je veux dire, je pense que c'est probablement le défi de plusieurs joueurs, là. Mais pour moi, c'est peut-être l'aspect statistique qui bénéficierait le plus d'un petit step-up. Donc, je travaille fort là-dessus pour essayer d'améliorer ça. Intéressant. Joey, dirais-tu que le golf est la chose la plus importante de ta vie? Non. Non, alors c'est quoi? Ben, écoute, ma famille, tu sais, mon développement, je veux dire, le plaisir d'être, de marcher dehors, la nature, le sport. Ah oui. Tu sais, je pense que je me définis pas en tant qu'unique joueur de golf, là. Non? Je veux dire, non, parce que, tu sais, un jour, le temps va me rattraper, puis je pourrais plus jouer au golf parce que j'aurai peut-être mal au dos. Je sais pas. Mais tu comprends le sens de ma question, dans Ouais. le sens où, actuellement, est-ce que tu mets tous les œufs dans le même panier pour réussir professionnellement ta vie de golf? C'est dans ce sens-là ma question. Non, tu sais, dans le sens que... Tu as besoin d'équilibre. Besoin d'équilibre, puis je suis convaincu que tu vas répondre la même chose si je te posais la question, tu sais. Quelle est l'affaire la plus importante? Est-ce ta carrière ou ta famille puis ton enfant, tu sais? Non, c'est l'équilibre. C'est ça. L'équilibre, ça serait le bon mot, je pense. Oui, non. Puis pour moi, ça me prend ça. Tu sais, je ne pense pas être un gars qui deviendrait... Je pense que je viendrais fou si je faisais juste ça, tu sais. Ouais. Prends-tu des pauses dans l'année? Des pauses de golf, là, volontaires, voulues, planifiées? Oui, peut-être 3-4 semaines par année où j'essaie de pas toucher à mes bâtons. T'essaies. Mais en fait, j'y touche pas. C'est pas vrai. Mais c'est sûr que s'il est dans le corridor, peut-être qu'il y a un 50 degrés, je vais peut-être le prendre, juste le tester un peu. Tu sais. Mais c'est bon signe parce que des fois, il y a un écœur en titre. Là. C'est un sport qui est demandant. Il y a le stress. Je veux dire, il y a plein de facteurs qui font en sorte que parfois, il faut que tu retrouves ton excitation. L'excitation, c'est l'énergie. Ouais. Donc, si tu joues trop au golf, puis tu développes une certaine écœur en titre, où il manque de créativité, où tu es fatigué, ben peut-être que c'est bon de faire autre chose, puis redévelopper cette excitation pour
retrouver une énergie de OK, j'ai le goût de réessayer, c'est un renouveau, tu sais. Ouais. Puis au golf, 12 mois par année, parce que tu pourrais jouer au golf 12 mois par année si tu le voulais, des compétitions partout. Ouais. Tu sais, le commun des mortels, même les plus hauts niveaux, ne feront pas ça, selon moi. Là. Ils ont besoin de temps off. Là. J'ai besoin de te poser la question parce que, évidemment, je suis même pas proche de ton niveau, mais ce que je veux savoir, il m'est souvent arrivé dans la vie d'être plusieurs semaines sans toucher à mes bâtons, particulièrement durant la saison froide. Puis, tu arrives sur le terrain, tu pas de volume, puis tu frappes la balle, puis c'est comme facile. Tu as l'impression que tout marche, puis tu t'es pas pratiqué. Évidemment, tu as beaucoup pratiqué, tu as du volume à côté, mais ça t'arrive-tu des fois, après des pauses, de sentir que ton swing est tellement plus easy, plus facile que c'est... J'ai pas pratiqué, puis ça marche. Oui, non? Oui, absolument. Bien, je pense qu'il y a deux facteurs là-dedans. C'est que les attentes diminuent. Tu recommences, tes attentes sont plus au même niveau que quand tu jouais chaque jour pendant 6 mois de suite. Donc, tu reviens, il y a moins d'attentes. Tu as hâte de recommencer. Habituellement, la hâte crée un peu un rythme, un meilleur rythme. Donc, 100 Puis des fois, c'est bon de prendre cette pause-là, justement pour créer cet effet-là de comme, ça a-tu l'air facile? Ça marche encore. Ouais. Puis après, le lendemain, habituellement, c'est plus la tough, chaîne débarque. C'est ça. D'abord, t'es raqué un peu partout. Oui, exact, c'est ça. Outre une victoire, parce qu'évidemment, ça arrive pas très souvent, malheureusement. Au golf, on perd plus souvent qu'on gagne, mais qu'est-ce que tu trouves le plus gratifiant au golf, de la game de golf? Le plus gratifiant. Parce qu'évidemment, tous les compétiteurs de ton niveau aimeraient gagner une semaine après l'autre. Ouais. Et c'est pareil à tous les niveaux, à tous les sports, tennis, sport individuel comme collectif. Mais qu'est-ce que dans ton sport, tu trouves le plus gratifiant dans le golf? Dès le départ du projet Golf Le Monde, on a tenu à se coller à des entreprises d'ici, question de produire des items personnalisés haut de gamme Golf Le Monde, comme par exemple les gants Invictus ou encore les putters Maddox. Pour tout connaître de nos produits Golf Le Monde, allez sur golflemonde.com. Vous allez découvrir notre collection de polos, de casquettes et de T-shirts. Abonnez-vous sans tarder à notre chaîne YouTube. C'est youtube.com/golflemonde. Et n'oubliez pas d'aimer nos pages sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou TikTok. Parce qu'évidemment, tous les compétiteurs de ton niveau aimeraient gagner une semaine après l'autre. Ouais. Et c'est pareil à tous les niveaux, à tous les sports, tennis, sport individuel comme collectif. Mais qu'est-ce que dans ton sport, tu trouves le plus gratifiant dans le golf? Une bonne ronde de golf. Donc, je veux dire, tu termines ta partie de golf, une bonne partie de golf sous pression. C'est tellement gratifiant. Donc, une bonne journée où tu es focus, chaque coup est hyper méticuleux, tu es dans le moment présent, tu profites de ta journée, puis tu peux sentir le stress à l'intérieur de toi, mais tu réussis à quand même t'en sortir puis exécuter des bons coups de golf sous pression. Par exemple, cet été, j'étais au PGA Americas à Edmonton, puis j'ai joué une mauvaise première ronde. Puis j'ai joué -4 sur le back nine pour faire la coupure sur le flush. Puis tu sais, tu as terminé la ronde, puis il y avait comme un grand soulagement. Puis tu sais, ces moments-là, c'est hyper gratifiant parce que t'as un peu le sentiment que le travail que tu as mis pour performer sous pression a porté fruit, tu sais. Puis c'est exact. Donc, bref, j'ai pas gagné le tournoi. J'ai une bonne semaine en général. Puis faire la coupure à ce niveau-là, déjà en partant, ça peut être un certain accomplissement en soi. Ouais. Mais avoir été capable de performer sous pression, puis avoir fait des coups à des moments opportuns, c'est un peu pour ça que je joue au golf. J'ai pas gagné le tournoi, mais dans ma tête, j'ai eu une victoire quand même cette semaine-là. Ouais, Donc, tu vas chercher des petites récompenses d'une certaine façon, 100%. même si tu sais que la victoire n'est pas possible une semaine donnée, mais si tu arrives à t'améliorer, c'est... Exact. Puis juste jouer les deux rondes finales, parfois, faut que tu le mérites, faut que tu le travailles. Ouais. Prends toute ta concentration. Puis j'ai réussi à faire un certain comeback pour être capable de me qualifier pour le week-end. C'est une victoire en soi, parfois, ça. Je comprends. On en a déjà parlé ensemble en dehors du studio Golf Le Monde, mais puis c'est pas la première fois, sûrement, qu'on te pose la question, mais je veux l'aborder parce que tu es probablement actuellement le Québécois le mieux classé mondialement après Étienne Papineau. Il y a Étienne qui joue sur le Korn Ferry, qui cogne à la porte, comme tu cognes à la porte
d'une semaine à l'autre. Qu'est-ce qui manque aux golfeurs d'ici pour accéder au plus haut niveau? Pourquoi actuellement les Français jouent du golf extraordinaire? Ils sont à peine 600 000 dans leur pays à jouer au golf, alors qu'on est déjà juste au Québec plus d'1 million. Qu'est-ce qui fait que nous autres, ça marche? Nous autres, on n'a pas encore en haut. Qu'est-ce qui fait que les Suédois, qui sont à peine plus nombreux qu'ici, qui ont des températures aussi froides, c'est ça qu'il y en a qui ont percé, nous autres, on n'en a pas. As-tu une théorie, une réponse valable à ça, cette question-là? Parce que tu vas dire, tu es aussi Canadien que Corey Connors puis que Nick Taylor, que Mackenzie Hughes. Tu comprends, mais pourquoi il n'y a pas de Québécois? C'est ça ma question. C'est une excellente question. Pour être dans ce processus-là, je n'ai pas toutes les réponses. J'essaie également de le trouver, mais j'ai des hypothèses. La première hypothèse, c'est, je crois que notre développement au niveau professionnel mérite certaines touches de plus. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Les joueurs en majorité canadiens qui atteignent le PGA Tour proviennent de 2 provinces. Colombie-Britannique, l'Ontario. Oui. PGA Tour Canada, à l'époque, combien de tournois sur 10 avait-il en Colombie-Britannique puis en Ontario? Beaucoup. 2, 3, puis 3, 4 en Ontario. OK. 1 au Québec. OK. Ça peut donner une réponse. Donc, est-ce que c'est le fait qu'on n'a pas assez de terrain au Québec ou on n'a pas assez de terrain de niveau pour recevoir des compétitions de ce niveau-là pour développer des gars comme toi, des gars comme Étienne, des gars comme des futurs à venir, des Émile Lebrun, par exemple? Mais je pense que ça prend des gens ouverts d'esprit pour laisser leur terrain de golf pour une semaine à ce niveau-ci, puis accueillir les meilleurs au monde, parce que il y a une raison pourquoi ça fonctionne dans ces provinces-là. C'est une variable, hein, je parle. Oui, non. Puis le fait que ces tournois-là ont lieu dans ces provinces-là permettent de donner des exemptions à des joueurs d'ici. Ouais. Il y en a 2, 3, bien, tu multiplies le nombre de joueurs qui ont l'occasion de performer avec les meilleurs. D'aller faire des points d'expérience. D'expérience. À 18, 19, 20 ans ou 21 pour éventuellement s'améliorer parce que il n'y a pas de secret, là. Plus tu te mets dans des situations de haut niveau, compétition intense, plus tu peux t'améliorer. C'est comme ça que ça marche. Fait que, tu sais, le PGA Tour Canada, je sais pas combien d'années ça existe. Là. Il y a eu le Canadian Tour avant ça. Ah oui. Puis je pense qu'au Québec, on a toujours un événement. Les provinces en ont eu 3, 4. Multiplie ça avec les années. Tu sais, c'est peut-être pour ça qu'il y en a plus. C'est pas la seule variable, mais je pense qu'au Québec, on pourrait en avoir 2, 3, 4 événements comme ça. Parce que vous n'êtes pas moins bon, Étienne et toi? Non, je pense pas. Je veux dire, on t'en connaît, puis t'en as connu plus que moi, mais je veux dire, moi, je crois pas que vous êtes moins bon. J'ai l'impression que, oui, ça prend un timing à un moment donné, mais exact. Ça prend... Moi, je peux pas croire que d'ici les 5 prochaines années, il n'y aura pas un parmi vous qui va évoluer au plus haut niveau. C'est comme... Ça serait encore un peu aberrant. Là. Je pense qu'il va y avoir un Québécois sur le PGA Tour avant que le Canadien gagne la prochaine Coupe Stanley. Non, mais tu comprends? Je veux dire, ça se peut juste pas que ça continue comme ça. Bien, c'est une bonne question. Puis je pense qu'il faut comme... En tout cas, moi, je le changerais, en fait. Je dirais même pas ça prend un Québécois, ça prend des. Ben oui, fait que, il faut commencer par plus voir large, là. Puis pour plus voir large, pour en avoir... c'est pas justement mettre la pression sur cet individu-là qui est un miracle, tu sais. Oui. Ça serait beaucoup de pression, en fait, pour que, peu importe qui va arriver là, il faudrait que ça soit... Je pense que c'est justement ça, tu sais. C'est comme... Dès qu'il y en a un bon, le gars, il y a trop de pression, puis... Il fait comme, j'ai plus de fun. Oui. Ça me tente plus de vivre ça, là. T'as-tu parlé avec des gars comme Nick Taylor, Corey Connors ces dernières années par rapport aux attentes canadiennes envers eux? Tu sais, Nick Taylor, l'année passée, il a gagné la même Canadien. C'est une affaire de fou. Premier depuis Pat Fletcher. As-tu la chance d'avoir un peu de feedback, d'input par rapport à comment, comme Canadien, il vit ça? Ou encore Mike Weir, à l'époque, en 2003, qui gagne la Masters. Je veux dire, tous les regards se sont tournés vers cette idole d'un coup. Le jour qu'un Québécois qui va gagner, là,
il va y avoir 8-9 millions de francophones québécois qui vont se tourner vers lui. Comment tu vois ça? As-tu l'impression que ça pourrait être beaucoup? La personne est mieux d'être prête à ça? Bien, je vais dire comme Serena Williams, la pression, c'est un privilège. Il faut que tu le vois de même. Ouais. Tu l'as mérité d'avoir cette pression-là. Mais Tu carbures à ça aussi. Tu carbures à ça, puis c'est toi, dans le sens, c'est à toi de l'avoir comme tu veux. Les gens peuvent mettre la pression qu'ils veulent sur un individu. La personne elle peut décider de la prendre ou pas la prendre. C'est un jeu. Moi, je pense que les meilleurs ne jouent pas à ce jeu-là. Ils veulent juste être bons. Ils jouent au jeu le meilleur possible. Je pense pas qu'ils essayent d'utiliser la pression externe pour motivation. Ouais. La motivation, elle vient de l'intérieur plus que d'autres choses. Je comprends. Donc, oui, il y a cette pression-là. Oui, il y a cette impatience-là. Je pense que, en tout cas pour moi, puis peut-être qu'Étienne dirait la même chose, il va utiliser comme une source d'énergie, puis il va aussi essayer de trouver vraiment la motivation interne qu'il veut, et non pas de tenter de décevoir ou de plaire à quelqu'un. Je comprends. Plus psychologique comme réponse, là, mais je pense que la réponse pour l'atteinte du plus haut niveau se trouve plus là. Mike Weir, je pense que ça venait plus de l'intérieur parce que lui, il va être bon puis gagner le Masters. C'est pas parce que le Canada le regardait puis il y avait la pression du Canada entier. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui aimerait ça, avoir cette pression-là. Il faut que tu réussisses à te mettre dans une bulle qui est pourquoi je le fais puis c'est quoi vraiment les vraies raisons. Ouais. Pas parce que je veux la gloire, plus parce que je veux être le meilleur que je peux être. Exact. Il va être le meilleur de peu importe la nation. Il va être le meilleur cette semaine-là ou dans ce tournoi-là ou dans cette saison-là. C'est plus le portrait global. C'est ma réponse. Oui, non, je comprends. Tu as eu la chance de voyager énormément. Tu as eu la chance de jouer avec d'excellents golfeurs. Des golfeurs connus. C'est peut-être le temps de faire du name-dropping. On mettra des photos. Pop. Mais quels sont les golfeurs les plus impressionnants, connus, moins connus, avec lesquels tu as eu la chance de jouer, autant amateur qu'au niveau professionnel, parce que je veux dire, comme je disais tantôt, des golfeurs de talent, il y en a partout sur la planète. Ceux, toi, qui t'ont le plus impressionné? J'ai joué le Australian Master une année. Puis Australian Master, c'est un des plus gros tournois amateurs au monde. C'est au Royal Melbourne. Ah oui, quelle place. Année. Wow. Oui, donc il a eu plusieurs fois le President's Cup là-bas. Ouais. Donc, puis la dernière ronde, j'ai eu la chance de la jouer avec Matthew Wolff. Ah oui. En 2019, avant qu'il soit hyper connu. Par contre, il avait son swing un peu... Le même swing, ben oui, inorthodoxe, là. Très peu orthodoxe, funky. Puis tout le monde était hyper excité de le voir jouer. T'sais, moi, mon swing est un peu plus orthodoxe peut-être que celui de Matthew Wolff. Par contre, je veux dire, le résultat de sa frappe de balle est plutôt impressionnant. Mais je ne l'ai pas regardé swinger une fois de la journée. Je me dis, je peux pas regarder ça. Je veux dire, je sais pas comment je vais être capable d'avoir un rythme. Donc, tu disais juste le fait d'arriver square, c'est ça qu'il faut. Arrive square. Il frappait sa balle, moi, je le regardais pas parce que je pouvais pas assez influencer son rythme avec le mien. C'est complètement différent. Puis... Donc, la première fois que j'ai joué avec Matthew Wolff en Australie, c'était quelque chose. Il y avait quand même un bon crowd qui était venu, je dis nous voir jouer, mais je pense que c'était plus pour Matthew. Je vais m'inclure, là. Mais il m'avait battu par un coup cette semaine-là. Puis, je pense que le deuxième nom aussi qui m'avait plutôt impressionné, c'était Min Woo Lee, au World Am, la dernière ronde aussi. J'avais joué avec Min Woo, qui était de l'Australie. Je veux dire, c'est un des plus longs frappeurs pour le poids qu'il a. Là. Ouais, le rapport poids-puissance. Incroyable. Tu as joué avec Danny McCarthy, je pense, aussi? Danny McCarthy, oui. Excellent putter, ça. Excellent putter. Mon premier USAM, j'étais avec Danny McCarthy. Puis je me rappelle, en fait, j'étais avec un de mes amis, Yves Deschamps. Il était venu me cader à Olympia Field, mon premier USAM, qui est l'USAM que Bryson a gagné. De Chambault. Puis on jouait les deux premières rondes avec lui. Puis je pense que la première ronde, je l'avais battu par 5 coups. Mais au 16e trou, je pense, ou dans les derniers trous de la journée, il frappe une balle là, extrêmement à droite, dans le foin. T'sais, on avait 5 minutes pour trouver la balle. Puis je pense que Yves a trouvé sa balle. Il restait une vingtaine de secondes avant que le clock soit fini. Puis qu'il perde sa balle, il retourne au tee. Puis peut-être qu'il joue 77. Finalement, il a trouvé sa balle. Il a réussi à sauver par ou un boogie. Puis le lendemain, mais là, le putter s'est réveillé. Là, puis il a joué 4 en bas ou quelque chose comme ça. Puis il a réussi à faire la coupure. Mais je pense que
En tout cas, moi, on va remercier Yves, Yves mon ami. S'il n'avait pas trouvé s'il n'avait pas trouvé sa balle, peut-être sa carrière n'aurait pas débloqué. Ah tu sais. non, écoute, c'est fou. Puis, T'as joué aussi avec Rory Sabatini. Ouais, Dans Rory. quelles circonstances? Une ronde de pratique au US Open Sectional OK. à Memphis. OK. Comment il était? Parce que moi, je l'ai rencontré à Ouais. Montréal il y a plusieurs années. Il était invité du circuit canadien avec David Skitt puis toute la OK, gang qui OK. invitait des golfeurs spéciaux. Inkini était venu. Puis une année, Rory Sabatini était venu avec son gros chapeau. Chapeau, ouais. Tout. Fait qu'il était-tu sympathique? Était-tu... Il était très sympathique, avec moi du moins. Tu sais, on a joué la ronde de pratique, les deux ensemble. Ouais. 18 trous, non, 15 trous, parce que les 3 derniers, il avait commencé à pleuvoir fort. Ah Fait que- ouais, hein? Mais non, il avait été super fin. On a pris une photo ensemble. Je lui avais dit que j'étais allé le voir au President's Cup en 2007. Ben oui, ben oui. Il avait fait l'équipe. Ouais. Puis, ben, tu sais, un beau rythme, là, Sabatini. Donc, pour moi, il avait été super agréable. Un autre qui avait été super agréable, c'est Lanto Griffin, qui a Ah gagné oui? sur le tour. Ouais. Tout le temps, il se rappelle tout le temps de moi à chaque fois que je le vois. Ah, puis, c'est cool, ça. Je veux dire, il a une belle carrière. Je veux dire, il a Ben gagné, oui, ben il a oui. gagné une fois, quelques top 10, peut-être même gagné 2 fois. Donc, oui. C'est le fun, c'est le fun. J'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Un talent que tu possèdes qu'on ignore, à part le golf, évidemment, parce qu'on sait que tu l'as solide. Là. Tantôt, tu as fait allusion au volleyball, là, mais c'est peut-être pas dans le sport. Tu parlais un peu de le côté artistique que tu as. Y a-tu quelque chose que tu possèdes qu'on ignore? En termes de talent, en termes de... En guitare, je suis pas pire. Ah oui? Est-ce que je pourrais t'improviser un solo de Led Zeppelin? Assurément que non. Joey, tu ferais quoi dans le business du golf si tu n'étais pas pro? Y a-tu de quoi dans l'univers du golf que tu aimerais faire si tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui? J'y ai déjà pensé. Je ne sais pas si je serais tu sais, un professionnel de golf qui donne des leçons ou quelque chose. Je le sais pas. Tu sais. Ouais. Je ne sais pas non plus, je serais un directeur général. Je les vois aller, puis je trouve que c'est une job qui est c'est demandant. Surintendant? Non? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ferais dans l'univers du golf. Pour l'instant, je pense que je sais que je serais bon dans l'univers, tu sais, donner peut-être des cliniques de groupe ou des conférences, peut-être coaching, peut-être Agent? les jeunes. Agents, je pense pas. Je pense pas que je serais... Peut-être que oui, mais non. Je me vois pas... Je me vois plus dans une business, mettons, de peut-être avoir une certaine école de coaching ou une école intérieure avec des simulateurs. Tu sais, j'aime bien ce que un de mes amis fait à Génération Golf. Tu sais, je trouve ça cool au bout. Puis peut-être que ça serait quelque chose dans ce similaire-là qu'un jour j'aimerais posséder. Tu sais, surtout au Québec, je trouve que c'est un endroit qui est propice à ça. Puis, avoir mon propre terrain de golf un jour, c'est sûr, j'aimerais ça. Ah oui, hein? Mais, regarde, j'ai pas de réponse précise pour toi là-dessus. C'est correct. Avais-tu encore le long des légendes? Il était pas à vendre, des légendes? T'achèterais pas ça? Je pense que Jean me laisserait pas. Non. Pas pour l'instant. Non. C'est sûr que la business du golf, avoir un terrain de golf, puis faire l'ensemble de tout ça, mais une tâche précise dans cet univers-là, je le sais pas. OK. Mais tu sais, avoir son propre terrain de golf comme Jean le fait plusieurs années, je trouve ça a l'air super cool. Oui, c'est complètement fou. Juste avant qu'on passe à nos questions Action 9, Oui. je veux qu'on revienne sur tous tes voyages. Si on y allait, là, mettons, au Canada, au Québec, tes terrains préférés, tes coups de cœur. Pour les gens qui vont nous regarder, qui vont dire, OK, il y en a fait des endroits que tu as beaucoup aimés. Mettons, commençons par le Canada. Tes terrains, mettons, ton top 3, top 5 au Canada, là, que tu dis, ça, c'est des terrains là, qu'il faut faire au moins dans sa vie. Il y en a peut-être des privés,
Mais il peut y en avoir peut-être à travers des resorts que tu as fait qui t'ont fait vraiment dire « Hey, wow, on est chanceux d'avoir ça ici. Ouais, je pense qu'on pourrait avoir une bonne discussion là-dessus. Je pense que tu en as fait probablement plus que moi. Pas sûr. Tu en as fait quelques-uns quand même. C'est parce que je suis plus vieux. Ah, c'est sûr, mais tu as voyagé pas mal aussi. Ouais. Euh, Mais au Canada, tu en as fait plus que moi au Canada, c'est sûr. Au Canada, j'ai été chanceux de jouer des terrains privés Ouais. de haut niveau. Puis on en a quand même plusieurs au Canada. Victoria Golf Club, sur le bord de l'eau. Ouais. Je veux dire, c'est pas un long terrain, mais c'est un peu notre Pebble Beach. Ben non, Cabot Cliff, c'est sûr que c'est notre Pebble Beach. Ouais, là. ouais, ouais. En deuxième rang, mettons. Ouais, Là. ouais. Mais à Victoria, c'est pas là que Papy a gagné? Non, c'est un autre terrain, ça. Ça, c'est Uplands. Uplands aussi, qui est un C'est sur super- l'île aussi. C'est sur l'île. Ouais, C'est ouais. à 5 minutes de route, OK. les deux terrains. Mais Victoria Golf Club, je crois, est comme sur une falaise, là, sur le bord de l'eau, là, quasiment sur le Pacifique. Là. C'est absolument phénoménal. Wow. Même Magog au Québec, du rabat. Dans les resorts que j'ai fait. Ben, un qui est surprenant à chaque fois, c'est TPC Toronto. OK. Ben là où va être présenté le prochain Ouais. Omnium canadien l'année prochaine, C'est 2025. Belle place qui va, je pense, qui va grandir au fil des années. Là, OK. parce que c'est 3 terrains de calibre. Wow. De calibre wow. Facilité de pratique, calibre wow. Puis là, maintenant, on développe des petits chalets un peu partout. Donc, je pense que ça va devenir une attraction avec les années. Là. Puis, on a tout le temps notre dernier tournoi de l'année là-bas. OK. Donc, les conditions sont super belles. L'autre terrain The National Golf Club à Toronto aussi, Ouais. qui est un terrain fabuleux. Écoute, chez nous, au Québec, écoute, ça fait longtemps que je l'ai joué, mais je trouvais que Charlevoix était super beau. Manon Richelieu, ben oui. Manon Richelieu, exactement. C'est éblouissant. Surtout le premier trou, là, c'est assez spectaculaire. Là. Ouais. Donc, ouais. Puis si on retourne à l'étranger, dans tout ce que tu as pu faire, autant en Amérique du Sud qu'au Royaume-Uni, qu'en Australie, je veux dire, tu t'es promené pas mal. Là, ton top 3, top 5 wow, que tu dis « Oh my God, j'ai joué là » ou « Faut que je retourne un jour Écoute, je ne sais pas si je peux te les mettre en ordre, OK, mais je vais t'en dire 5, OK? Pebble Beach, ». OK? l'USAM, là, j'ai joué l'USAM en 2018 là-bas. Regarde, c'est plus beau qu'à la télévision. C'est spectaculaire. Pinehurst No. 2. Ouais. Le 2 puis le 4, en fait, c'est deux terrains extrêmement difficiles. Là, je veux dire, on parlait que jouer en Écosse, c'est difficile, mais jouer à Pinehurst No. 2... Tu l'as méchant rénové, défi. tu l'as joué comme ils ont joué l'US Open avec Bryson Ouais. en 2024. là. J'ai joué plusieurs tournois là-bas. OK. Le tournoi qui s'appelle le tournoi North and South. J'ai joué l'USAM là-bas. Ah oui. Donc, oui, c'est un terrain qui demande beaucoup de skills, de patience aussi, Ouais, ouais, je ouais. dirais. C'est très difficile. En étranger, ben écoute, Royal Melbourne doit être dans mon top des terrains que j'ai joués. Là. Ben, il est déjà très bien classé au niveau mondial. Puis c'est pour une raison, là, Ben oui. je veux dire. Je sais pas si tu as la chance d'y aller un jour, là, mais l'Australie, côté golf... Ah, ils sont assez oui, privilégiés. c'est juste c'est loin, ils se rendent là un Oui, peu. oui, tu y vas pas pour un 18 trous, là. Non, tu y vas pas pour un petit boys trip de 3 jours. Là. Non, C'est non. un peu loin, tu sais. OK, sinon... Carnoustie ou Turnberry ou Old Course. Old Course, Ouais, Carnoustie, c'était super impressionnant aussi. The Old Course, OK, oui, je vais le mettre là-dedans. C'est pas le terrain le plus spectaculaire. Par contre, les quatre derniers trous, en fait, les deux premiers puis les 2 derniers, c'est la plus belle place au monde. Donc, la shot au-dessus de l'hôtel. ouais, là. c'est parce que Pebble Beach, tous les trous sont uniques. Tu sais. Ouais. Le St. Andrews, à partir du 3 jusqu'au 16, Ça se ressemble. tu sais, c'est rien de spectaculaire. Mais quand tu reviens dans la ville, puis tu joues le 18, tu joues le 17 par-dessus l'hôtel, c'est pas plus extraordinaire que ça. Là. Ah ouais, hein? Donc, puis écoute, moi, j'ai pas joué Kings Barn, qui est un autre terrain de l'endroit. Non, là. ouais. Mais tu sais, les vues, les panoramas sont spectaculaires.
sais, il y a quelque chose de mythique à jouer sur ce terrain-là. Il y a un aura qui est différent, là. Ah, ben écoute, Puis, c'est tu sais, ils ferment le l'histoire. terrain le dimanche, puis le monde se promène avec leur chien, là, tu sais. Parc. Donc, c'est n'importe quoi, là. C'est le terrain le plus, pas exclusif, mais prestigieux au vieux Ouais, de la ouais. planète Terre, tu sais. Donc, St. Andrews, je pense que ça serait dans le top. Sinon, en Floride, il y en a quand même quelques-uns aussi qui sont super beaux, là. Terrain de Jack Nicklaus, que j'ai eu la chance de jouer quelques fois, le Bears Club. Ouais. J'ai été chanceux de le jouer, là. C'est un terrain extraordinaire aussi, là. Tu as rencontré Jack? Étais-tu là? Ou... Écoute, j'ai une certaine anecdote. Donc, je jouais ce terrain-là avec trois autres gars du Canada, puis un des membres qui est un excellent joueur de golf également. Puis, donc, on était, je pense, au 5e trou, puis on s'en va pour frapper nos coups, puis on veut les laisser passer. Il y a ces 3 personnes, on remarque peu vraiment, on remarque pas c'est qui. Finalement, on frappe nos balles, puis là, on se rend compte, les personnes qui nous laissaient passer, c'était Jack Nicklaus, Tom Watson, Andy North, Voyons donc. qui étaient juste là sur le côté. Quand même. Fait que là, le dernier qui frappe sa balle, lui avait remarqué c'était qui. Il frappe sa balle très à gauche, la balle est perdue. Puis là, on dit, tu veux-tu en frapper un autre? Il nous regarde, non, c'est correct. Non. On passe au prochain trou. Avez-vous le temps d'aller saluer ou juste comme ça? On a dit bonjour. Ah, Ben oui, wow. 100%. Puis Jack Nicklaus, j'ai eu une bonne discussion avec au USAM que j'ai joué en 2018. OK. Puisque j'avais été un pairing plutôt avantageux, désavantageux, je ne le sais pas, mais son fils jouait en arrière, Ah oui. qui s'appelle Gary Nicklaus, je pense. Donc, il y avait une grande foule qui suivait Gary Nicklaus. Bon, parce que probablement que Jack était là, ça l'a aidé, mais il y avait un bon crowd qui le followait. Donc, après la partie, on a pu jaser 5-10 minutes ensemble. Ah, c'est cool, ça. Puis il me racontait à quel point son fils, il potait mal. Puis s'il avait bien poté, il aurait fait la coupeur, Puis il me racontait quelque chose comme... Puis j'avais moi, Étienne Brault, le père à Étienne, je pense, puis mes parents, puis on était comme... On ne sait pas trop ce qui se passe comme moment, mais on est en train de jaser avec Jack. Oh my God, Puis il me racontait, ah oui, ça me rappelle qu'Arnold Palmer aussi, il potait mal, mais il s'est réveillé, puis il a commencé à bien poter. Ça me rappelle mon fils. Puis ça s'est tellement passé vite. Puis je pense que ma mère avait demandé à Barbara Nicklaus, qui est la femme de Jack, comment vous faites pour suivre votre fils? Puis c'est-tu plus difficile de suivre votre fils ou votre mari? Ah, mon fils, c'est sûr, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est parce que si Jack est là, automatiquement, il attire du monde. Ben oui. Je veux dire, c'est invariable. Là, aïe. Ouais, c'est quand même cool. Joey, je vais te poser une couple de questions à rafale avant qu'on se laisse pour essayer notre simulateur ProSim. Yes. C'est des questions vraiment simples, bien évidemment que je connais la réponse, mais je veux que tu répondes. Alors, t'es gaucher ou droitier? Droitier. T'es-tu plus putter ou driver? Driver. Aimes-tu mieux faire une shot à 100 verges ou une shot à 30 verges? À 30 verges. Es-tu plus golfeur herbe longue ou fosse de sable? Herbe longue. T'es-tu plus golfeur du matin ou golfeur d'après-midi? Matin. Bermuda ou pantalon? Pantalon. C'est Pas- bon. Non, Ça voulait-tu dire? Non. Y avait-tu une deuxième question à signer à ça? Ou Ben, peut-être plus loin. non, mais pour l'instant, Vas-y, c'est juste je t'écoute. Je sais pas où tu t'en vas, mais Non. je t'écoute. À pied ou en kart? À pied. Golfeur membre ou golfeur nomade? Toi, dans ton cas, c'est golfeur professionnel. Fait que t'as pas le choix d'être Écoute, je suis nomade. écoute, je suis chanceux d'être au Pine Grove, là, fait que je vais dire membre. C'est le fun d'être membre. On n'a pas parlé, mais vous avez ça a pris belle place à Pine Grove. Oui, c'est ça coche, là. c'est un beau petit trésor du Québec. Puis, non, je suis vraiment privilégié. Je suis là depuis que j'ai 11 ans, à peu près 12 ans. Puis, c'est ça, une belle gang au Pine Grove. Dans mes meilleurs amis sont tous là aussi. Puis, le terrain est toujours en excellente condition aussi. Là. Je fais un aparté là, dans mon petit question rapide. Comment tu l'évalues comme golfeur professionnel, comme test de golf, Pine Grove? Bon test de golf. C'est un excellent test de golf qui, je pense,
pour accueillir, par exemple, le PGA Tour, le Canadian Open, comme ils l'ont fait en 64 puis en 69, ça prendrait certaines rénovations. OK. Par contre, tu sais, notre course record, notre record de parcours est 64. Là. OK. Je veux dire, pas 59, il n'est pas 60, il sera encore 64 à ce que je cherche. Donc, c'est un bon test de golf. C'est sûr. Il est très difficile à jouer un bas pointage. Ouais. Puis, je veux dire, on a la belle rivière Richelieu qui passe au travers. Fait Ben que, non, on a un bon test de golf pour atteindre peut-être, avoir un tournoi du PGA Tour. Peut-être qu'il faudrait le rallonger un petit peu. LPGA, peut-être? LPGA, 100 on serait capable. Nice. OK, on revient à mes questions en rafale. T'es-tu plus la Floride ou l'Arizona? Floride. Es-tu plus Irlande ou Écosse? Écosse. Pour l'accent, évidemment. Juste pour l'accent. On va essayer de comprendre ce qu'ils disent. Es-tu plus bière ou scotch? Bière. Puis ça, c'est vrai, j'aurais peut-être dû dire l'Irlande juste pour la Guinness. Juste pour une bonne Guinness. De la Guinness, tu peux en boire partout. Non, mais pas mal meilleur en Irlande, mon cher. Oui, OK. Ah, pas pareil. OK. J'aimais pas ça avant que j'aille au Guinness Factory. OK. Regarde, tu vas y aller bientôt, là. Éventuellement, Vas-y. je vais goûter Ça avec va à plaisir. OK. Oublions le fait que tu es professionnel, mais dans une game entre chums, es-tu plus happy ball ou mulligan? 0. Aucun. Même avec tes chums, Aucun mulligan, aucun happy ball. ça passe pas. Ça joue pas. Ça joue pas de même. Balle blanche, balle de couleur. Balle blanche. Aimes-tu mieux golfer dans le vent ou golfer dans la pluie? Dans le vent. Ouais, non, c'est pas le fun de golfer dans la pluie. Mais non, J'ai mais- bien beau dire que c'est le fun, ça l'est pas. Non. Es-tu plus par 3 ou par 4? Par 4. Es-tu plus par 4 ou par 5? Par 5. Es-tu plus par 3 ou par 5? Par 5. OK. Quand on joue avec Joey Savoie, est-ce qu'il y a des gageurs ou il n'y en a pas? Gageur. Ça te prend ça tout le temps? C'est plus le fun. Ça me garde plus compétitif un petit peu. Bon, je reviens à mes pantalons, mes Bermudas. Ouais. Es-tu plus PGA Tour ou Live? Oh boy. PGA Tour? PGA Ben, ça, PGA Tour. si tu recevais un appel du Live, tu ferais quoi? Ouf, tu me mets dans l'embarras, là. Il n'y a pas de Canadiens sur le Live. Ça va en prendre un jour? Ça va en prendre. Écoute, moi, je vais dire une opinion qui est peut-être contradictoire, mais je pense que c'est une bonne affaire, le livre, pour le golf en général, parce que c'est un différent format qui est intéressant. Puis, un peu comme au soccer, il y a des ligues en Europe, puis il y a des ligues maintenant En Amérique du Nord. en Amérique du Nord, des ligues en Amérique du Sud. Puis il y a de la place pour tout le monde. Ben oui, puis c'est un sport qui est mondial, le golf. Oui. Puis je pense que c'est correct d'avoir différentes formules. Donc, pour moi, c'est une bonne affaire. Tu sais, je suis un peu un globe-trotteur, donc Ah oui? si l'opportunité un jour puis arrive de jouer dans ce format-là, tu sais, c'est sûr que je vais le considérer. Je dirais pas non. L'aspect équipe est le fun. Oui. Donc, je pense que c'est deux... Ça fait partie de notre écosystème, puis je pense que c'est correct. Ah oui. C'est-tu là pour rester, selon toi? Oui. Je pense que oui. Oui. OK. Es-tu plus Tiger ou Jack? Dans quel sens? Dans le sens, t'es-tu plus Tiger ou t'es plus Jack? Bien, je Tu probablement... peux élaborer, là, mais t'es... Comme homme, en général, probablement plus Jack. Si tu me dis le meilleur de tous les temps, probablement je te dirais Tiger Woods. Donc, ça dépend de qu'est-ce que tu veux. Parce que probablement que l'homme... Tu pourrais lui avoir parlé Jack Donc, Nicklaus. ça pourrait être Tiger Nicklaus ou Jack Woods. Oui, c'est ça. Exact. Exact. Mais tu sais, je pense que le plus grand de tous les temps, là, c'est Tiger Woods. Pour moi, il y a quasiment aucun doute. Mais pour avoir rencontré Jack Nicklaus, il n'y a pas plus... quasi... Bon monsieur. bon monsieur, gentil, quand même généreux. Ouais. Fait que peut-être... puis il y a peut-être un peu moins de scandale du côté de Jack Nicklaus aussi. J'en connais pas. J'en connais pas. Moi non plus, j'en connais C'est pas pas. compliqué. OK. Es-tu plus Tiger ou Phil? Oh. Probablement plus Tiger. OK.
Mais c'est serré parce que j'ai lu la bio de Phil Mickelson, puis j'ai été très impressionné. Ah oui. Je pense que peut-être, depuis qu'il a pris la décision d'aller sur le livre, peut-être que sa notoriété a diminué. Bon, il n'y a personne de parfait dans la vie, mais je pense qu'il a le don d'être connu, puis il en a fait quand même pas mal pour améliorer le jeu du golf. T'sais, après Tiger, je veux dire, il a tout le temps été dans l'ombre de Tiger, mais Écoute, c'est un des meilleurs de notre génération, là, de loin. Là. En fait, si Tiger n'est pas là, c'est probablement le meilleur golfeur de sa génération. Là. Absolument. Il est arrivé dans un moment où il est quand même un des rares qui ont gravité autour de Tiger à ne pas l'avoir délogé du titre de numéro 1 mondial, en fait, parce que Mickelson n'a jamais été numéro 1 mondial. C'est vrai en plus. C'est ça la réalité. C'est ça qui est impressionnant. Mais sinon, en fait, ça reste un personnage marquant de son époque. Es-tu plus Mickelson ou Norman? Non, je parle pas de mon Norman, Mickelson. je parle de Greg Norman. Mickelson. Ouais. Norman aussi a une carrière quand même assez impressionnante. Là. Ouais. Oui. Écoute, Norman, j'ai moins d'histoires. Phil, je pense que j'ai entendu peut-être plus de commentaires positifs que M. Norman. Ouais. Par contre, j'ai beaucoup de respect pour ses ambitions à M. Norman. Je pense que c'est un homme d'affaires qui est assez impressionnant. Là. Ouais. Et qui date pas d'hier, d'ailleurs. Non, zéro. Puis probablement qu'il aurait une carrière peut-être plus prolifique. Peut-être s'il n'avait pas fait autant d'ambition à l'extérieur du golf. Là, il a parti son brand, il essaie de partir là, une autre ligue de golf professionnelle. Je veux dire, ça a été un homme qui a été hyper diversifié. Il avait son vin. Ouais. Donc, je pense que j'admire son ambition. Phil, j'admire son... C'est un peu notre Peyton Manning du golf. Là. C'est un gars hyper rapide d'esprit, là, qui est drôle, qui est bon à la télé, qui est... un bon hyper analyste. talentueux. Je ne sais pas s'il va faire ça un jour, mais ça ferait un super analyste à la télé, Mickelson. Oui. Je veux dire, il a été dans... Il n'y a pas une personne qui a été plus proche du jeu pendant aussi longtemps. Là. Je veux dire, depuis, il a gagné un tournoi amateur avant que Nick Dunlap gagne cette année. C'est le dernier amateur, on va gagner le tournoi du PGA Tour. Fait que c'est longtemps qu'il est bon, très intelligent, un beau bien sens d'humour. articulé, ben oui. Bien articulé. Fait que... Pour suivre, t'es-tu plus de Chambaud ou Koepka? De Chambaud. Es-tu plus Michael Roy ou Nelly Korda? Nelly Korda, je trouve qu'elle a un des meilleurs swings sur la planète Terre, hein, hommes et femmes confondus. Je vais dire Nelly. Ouais, bon choix, tu te trompes pas. Non, c'est deux bons choix. C'est deux bons choix, mais tu te trompes pas. Non. Tu peux pas te tromper. Une game de golf avec Joey Savoie, c'est-tu plus le fun en stroke play ou en match play? Les deux. Les deux, c'est le fun. Ça n'a pas d'importance. Es-tu plus Masters ou The Open? The Open. Pourquoi? Parce que je pourrais être allé là-bas, je veux dire... Je pense que je dis l'ambiance, l'aura, la difficulté, le fait que c'est hyper unique, il y a tellement de belles rotations de terrain là-bas, tu sais que... Donc... la rotation de terrain, il n'est pas beaucoup. Ah ouais. Puis c'est là que le golf a été inventé, tu sais. C'est un peu un retour aux sources. Mais tu sais, écoute... On s'entend qu'un deuxième très, très proche, c'est le Masters. Ben oui! Puis qu'est-ce que tu préfères? Une game en chum ou un tournoi compétitif? Tournoi compétitif. Ouais. C'est dans ton ADN, hein? Je sais pas. Je pense que c'est le fun de rentrer dans un peu de... pas le sérieux de la game, là, mais tu sais, l'aspect un peu traditionnel du focus, de chaque coup compte, l'analyse. Je pense que j'aime cette partie-là. Puis quand tu joues une game avec les boys, c'est le fun au bout, mais il y a moins l'aspect, comment je pourrais dire ça, préparation, analyse, le vent. Tu sais, le but, c'est d'avoir du fun avec les boys. Plus. Exact. Donc, mais j'aime l'aspect où chaque coup compte aussi. Oui. Hey, en terminant, ça fait plus partie de mes questions en rafale, mais c'est une question que je voulais te poser tantôt, ça m'a échappé. Quel trait de caractère d'un athlète connu, quelle que soit la discipline, aimerais-tu posséder?
La stoïcité. C'est un mot, ça? Bon, oui. C'est être stoïque. Être stoïque, oui, oui. Donc, je pense que les meilleurs au monde, en général, sont assez très calmes à l'intérieur. Très calmes, très posés. Puis c'est comme ça qu'ils sont capables d'être clairs d'esprit. Donc puis c'est très philosophique, je suppose, là, mais Oui. la stoïcité, donc être plus rationnel, ne pas rentrer trop dans l'émotion, être assez neutre, équanime, je pense que c'est une qualité qui est très importante dans notre sport. Puis, je sais que tu as suivi beaucoup de sport dans ta vie, que tu en consommes encore beaucoup. L'athlète qui t'a le plus impressionné dans ta vie ou pour qui tu as tout le temps eu un regard en forme de respect, d'admiration, ça peut être dans le golf, ça peut être au-delà de... Roger Federer. Ah oui? 100%. C'est mon... probablement que je suis pas le seul que c'est son idole, là, mais en termes de golf, en termes de personnes, en termes d'athlètes, lui aussi, il n'y a pas beaucoup de scandales. Puis c'est je pense que son attitude sur le terrain, je pense que son contrôle des émotions, c'est le meilleur qu'il a jamais eu sur la planète Terre, selon moi. Ouais. Puis c'est une élégance qui il y a une image irréprochable. Une image irréprochable. Puis un respect pour tout le monde. Je veux dire, chaque joueur était traité de façon égale. Égal, selon lui. Puis je me rappelle, je pense qu'il y avait un journaliste à un moment donné qui lui a posé, does it become easy, jouer contre les autres joueurs parfois, parce qu'il était le premier au monde. Puis il a dit, non, c'est un manque de respect total de dire ça, parce que chaque joueur est unique, chaque joueur est difficile, puis moi, il faut que je joue contre ces joueurs-là. Tant que chaque joueur était traité avec le même respect. Ouais. Puis les joueurs aussi le traitaient avec un grand respect. Donc, puis c'était aussi un joueur, puis c'est une personne que je peux voir un peu à l'extérieur de mon sport, puisque je pense que c'est un gars diversifié aussi. Ouais. Par exemple, quand il jouait le Roland-Garros, il aimait ça aller se promener dans la ville puis aller au musée avec ses enfants. Ouais. Donc, c'est un gars qui n'est pas 100%... C'est une passion irréprochable. Il y a un amour du tennis incroyable. Incroyable. Je pense que c'est pour ça qu'il a duré aussi longtemps. Là. Il a pris sa retraite à 41 ans quand même. Là. Fait que son amour pour le tennis puis son amour aussi pour son respect, son élégance, c'est comme... Je veux dire, s'il y a un modèle à suivre, je pense que c'est Roger. Oui, c'est Federer. As-tu vu son swing de golf? Il est bon, hein, en fait? Pas mal. Pas mal. Moi, je préfère son swing au swing, mettons, de Nadal. Nadal, c'est son backhand. C'est ça. Ça a l'air à faire mal, le swing de golf de Nadal. Ouais. Le swing de Federer, là, je sais pas si c'était juste une vidéo que j'ai vu passer, mais ça va l'air solide en équilibre, transfert de poids, tout. Je serais pas gêné de jouer au golf avec. Non, du tout. Du tout. Puis peut-être qu'il nous surprendrait aussi. Là. Il y a peut-être une chance de, peut-être pas de nous battre, là, mais s'il se mettait, là, je pense que sa coordination mains-yeux, là, elle serait pas mal bonne. Pas mal certain. Son rythme serait pas mal bon aussi. Là. Nadal, lui, c'est féroce comme mouvement. Là, t'sais. Nadal, là, ses balles de golf va faire ça. Ouais. Des coups brossés. Je pense qu'il y a un low draw, lui. Hey, Joey Savoie, c'était un plaisir de t'avoir avec nous à Golf Le Monde. Yes, merci. Puis, regarde, on va défaire un peu le paysage d'entrevue, mais on va frapper des balles dans le simulateur Pro Sim dans quelques instants. Yes. Merci à Super. toi. Merci à toi. Merci. Alors, Joey, bien réchauffé? Yes, sir. Hein? Oh oui. J'adore ça. D'accord. Comme tous nos invités cette saison, tu es éligible à notre Grand Prix, c'est-à-dire une expérience de conduite offerte par Volvo Canada d'1 mois. Super. Pour ce faire, tu as 5 balles. Okay. Puis l'idée, c'est d'être le plus proche de la cible possible. Alors, si au terme de ta séance, puis au terme de la saison, tu es le plus proche, on va te remettre les clés, puis tu pourras partir pendant 1 mois avec un beau modèle Volvo de l'année. Excellent. On joue le 19e de Paynes Valley, qui est dans le fond, un vrai 19e trou. C'est 125 verges avec un 5 verges de dénivelé. Donc, okay. Je pense que tu es assez groové pour connaître tes distances. Mais pour le but de l'exercice, tu prends quoi comme fer? Moi, j'ai un 56 degrés. MG4. Okay. Puis, oui, ça devrait être bon. Ça devrait être le bon club. Excellent. Normalement, j'aurais le droit de te frapper une balle au besoin, mais je vais être là comme spectateur.
Parce que... Je vais peut-être te demander pareil. Mais tu peux, mais écoute, moi, je suis pas mal confiant que tu vas en mettre une pas mal proche. Ça va dépendre des 2 premières balles. Bon, on Have fun. Oh, c'est juste une petite affaire à droite, 2,7. La distance est là. La distance est là, par contre. OK, c'est bon. Ouais. 9 pieds, 10 pouces. Peut-être se grouper avec ça. Pour ça, c'est pas mal plus en ligne. Seulement 0.3 offside. Wait donc, wait donc, wait donc. Tu passes de 9 pieds à 5 pieds 10. 5 pieds 10, OK. OK, alors... Bon, une dernière, puis après, je pense que je vais te non. Là, Écoute, je suis groové, tu viens de t'améliorer littéralement de 4 pieds. OK. Si t'approches l'autre de 4 pieds encore, là, tu vas être pas mal proche de la vérité. 1,5 offline. La distance. Ah, un peu courte, celle-là. Peut-être à peu près une dizaine de pieds. Ah, 11 pieds 2. On prend mieux que ça. Ben oui, non, c'est ton 5 pieds 10, là, t'étais pas mal là-dessus, là. OK. Oh boy, pas celle-là. Oh ouais, 5 offline, tu l'as poussé, celle-la. Aussi chunky. OK. C'est pas très bird anyway, mais Ouais, là, on veut pas un veut bird. plus que ça, par contre. Mais l'approche, là. OK, 5 pieds 9 pieds 11 pieds 19 pieds. Ça va pas dans la bonne zone, par contre. OK. Bon, on reprend ça. Ouais, OK. Excuse-moi, Dan. OK, check bien ça. Situation de tournoi, ça te prend une shot à la pin. T'as 10 000 personnes autour du trou qui te regardent. Oh yeah, 0.0. C'est sa bonne distance. Oh! T'as frappé à la pin! Non! 5 pieds 6, t'as frappé à la pin. Ah, incroyable! Man! Quel shot de golf! La dernière était proche. La shot de golf! non. Écoute, je pense qu'il va falloir changer de drapeau. Oh, tu l'as non. arraché. Elle aurait pu tomber direct dans le trou aussi. Ah non! Aïe. Non, mais regarde, t'es 0.0. C'était à pin carré. Ça ment Celle-là, pas. oui, Quel shot! elle avait une chance. Tu m'avais mis un peu de pression, ça m'aurait aidé, je suppose. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Bonne toi. chance pour la suite de ta Merci carrière. beaucoup. Puis on va inviter bien sûr nos téléspectateurs à suivre nos réseaux sociaux, golflemonde.com. Suivez, abonnez-vous à notre page YouTube. Puis on est partout sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Joey, quel shot. Yes, Thanks. merci. Merci.